Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce reaction shot. Je me demandais quand est-ce que j'allais en faire un autre et en fait il vient de se proposer de façon complètement impromptue. Quelqu'un sur Sens Critique vient de poster une réponse au défi que j'ai lancé dans mon vlog sur Silence, le film de Martin Scorsese qui m'avait profondément ennuyé, ce qui est marqué entre guillemets et en italique sur ce dont il va être question aujourd'hui. Et donc j'avais invité les gens comme un défi à me dire qu'est-ce que vous trouvez de si génial dans ce film. Et quelqu'un sur Sens Critique m'a répondu. Alors déjà, une première chose, c'est que quand je lance ce genre de défi, je suis sincèrement intéressé par la réponse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous préviens à l'avance, je n'ai pas encore lu l'article. J'ai fait comme un prof, j'ai lu l'introduction et la conclusion, histoire de savoir de quoi ça allait parler, et j'ai l'impression que ça soulève des points intéressants, donc je vais revenir face à vous et en live sur cette réponse qui a été faite sur Sens Critique, mais j'attendais une réponse de ce genre. Faut pas croire que quand je dis ça, je me mets au sommet de ma colline et je fais « ça y est, maintenant j'ai trouvé le truc, taisez-vous ». Je suis au contraire extrêmement intéressé par la réponse. Un peu ironiquement d'un certain côté, mais je suis quand même ultra intéressé parce que j'ai envie d'apprécier les films. C'est pas cool d'aller voir des films et de pas les apprécier, enfin c'est évident. Si vous avez une explication à apporter pour que je le comprenne mieux, je suis tout à fait ouvert. J'ai une deuxième petite chose à dire avant d'entrer, c'est que je vois qu'il va y avoir des critiques sur les contre-vérités historiques et religieuses. Il y a un petit truc avec ça, c'est que je n'ai à aucun moment prétendu que j'étais une référence en histoire du Japon, de la chrétienté et de quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous dire, justement, si j'essayais de me présenter comme une référence de l'histoire du Japon ou de quoi que ce soit, autre chose que une voix intéressante et un avis intéressant en tant que cinéma, en tant d'analyse de cinéma, si j'essayais de me présenter en tant que prof d'histoire ou que référence sur la chrétienté au Japon, je laisserais pas des passages, comme vous me les reprocherez sans doute, où je suis en train de bugger en disant catholique, judaïsme, des jésuites et des machins, justement, c'est en ça que je suis honnête. Je vous dis clairement que je n'y bite que dalle, et que c'est justement pour ça que vous pouvez et que vous devez remettre mon avis en question. Mais vous deviez apporter des réponses concrètes, vous pouvez pas juste me dire « t'as pas aimé, t'es qu'un con », ou t'as pas compris ça, donc t'es qu'un débile. Si vous me dites qu'il y a un truc à comprendre, vous devez m'expliquer ce qu'il y a à comprendre, me montrer ce qu'il y a à comprendre, pas juste balancer le truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que cette critique fait quand même, de balancer des arguments, donc je vais les regarder petit à petit. Mais quand même, je voulais commencer par ça, parce qu'à la fin on me caractérise de Donald Trump. Enfin, vous êtes gentil, je suis pas en train d'inventer des vérités. On va y venir, je vais regarder l'introduction, j'y reviens s'il y a quelque chose, et à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, j'interviens directement. Alors déjà j'ai un souci, sur le début du vlog, vous dites il tient donc, comme je fais le défi, dites-moi que ce film est génial, vous dites il tient donc là, croit-il, la démonstration parachevée qu'il a toujours eu raison contre les hordes d'adorateurs fidèles zélés de qualifier le cinéma de Martin Scorsese de quelconque. Non, justement, je vous appelle à l'argumentation, je vous dis, moi j'ai vraiment rien vu là-dedans, alors si vous voulez m'expliquer le cinéma de Scorsese, c'est maintenant, c'est avec ce film, c'est avec Silence. Oui, je le dis de façon très hautaine, mais parce que je vous signale que quand vous faites des vlogs sur internet, on fait aussi du divertissement, je vous dis mon avis, mais je dois aussi le rendre intéressant, donc oui, je fais un peu le clown de temps en temps dans le vlog. C'est comme ça, c'est un peu de l'infotainment, c'est comme ça, j'essaye d'animer un vlog, c'est le principe. Donc déjà oui, j'essaie d'avoir le sourire, et quand j'essaie de lancer un truc, j'essaye de le faire d'une façon qui se voit, quoi, d'une façon pas colorée, mais oui, qui se voit. Alors toujours dans l'intro, il y a 2 paragraphes ensuite sur ce que j'avais dit sur les gens qui sont sortis de la salle. Quand je dis ça, j'essaye pas de dire... oui, évidemment, il y a des gens qui sont restés, bien sûr. Alors je vais vous dire, les gens qui sont restés, c'était tous des vieux, il y avait que des cheveux blancs devant moi. Quand il y a quand même 7 personnes qui sortent dans une salle, quel que soit le nombre de places, c'est important. Je veux dire, les plus petites salles font une trentaine, une cinquantaine de places, et c'est dans ce genre de salle-là qu'était projeté le film. Je crois qu'il y avait 70 places, un truc dans ce genre-là, et elles étaient pas du tout toutes pleines. Donc sur les places qui étaient pleines, il y avait 7 personnes qui sont parties. C'est pas anodin, c'est pas courant de voir des gens qui sortent. Vous faites tous les vlogs que j'ai, il y en a quand même 600. Je pense pas que sur les 600, il y en ait plus d'une quinzaine dans lesquels je dis des gens sont partis de la salle. Je crois que je le dis à chaque fois normalement. Alors pour ça, c'est pas dans la critique, mais j'ai vu des gens qui me l'ont dit dans les commentaires de YouTube. Non, ce ne sont pas des gens qui sont allés aux toilettes, les gens qui vont aux toilettes tendent à revenir dans la salle. Donc si les gens reviennent, j'annule un des décomptes du truc. Si les gens sont juste allés chercher à bouffer ou aller aux chiottes, évidemment que je les compte pas comme des gens qui sont sortis de la salle. Et ensuite, je dis que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pourrait trouver le film intéressant. Et vous ajoutez « se pensant en cela, habilité à se prononcer pour ce qu'il croit devoir être l'écrasante majorité du public ». Je ne prétends pas penser à la place du public.
je prétends évaluer le film, je prétends dire que concrètement, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce film, et que justement, ça dépendra du spectateur pour trouver ça intéressant, et que pour moi, c'est pas un signe de très grand cinéma. Le très grand cinéma, justement, doit être ouvert à peu près à n'importe qui et accessible à peu près à n'importe qui. S'il y a besoin de refaire 3 bouquins d'histoire avant d'aller voir le film, c'est que il y a un défaut dans le film, l'histoire est mal expliquée quelque part, et il faut le faire mieux. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet, grand 1 de l'incompréhension de l'intrigue. Déjà, j'apprécie le style, c'est quand même très bien écrit, ça fait du bien, parce que généralement les critiques envers moi sont très mal écrites, avec des fautes de français partout et des machins. Donc c'est super cool d'avoir un truc bien présenté, ça fait plaisir. Déjà, bravo pour ça. Alors déjà, ça m'ennuie. Grand 1 de la compréhension de l'intrigue, premier point, quand je dis que si vous voulez regarder un film intéressant sur ce sujet, il faut aller voir The Mission. Oui, bien sûr que The Mission ne raconte pas le calvaire des chrétiens japonais. Ce que je dis, c'est que ces deux films sont justement sur quelqu'un qui va évangéliser et qui, ou en tout cas en mission dans un autre pays par rapport à sa religion, et qui, sur le chemin, se pose des questions sur sa propre foi, se questionne sa propre foi, voyant toutes les épreuves qu'il a traversées pour répandre une parole qu'il croit sainte. Qu'il croit sainte, qu'il croit ultra importante et qu'il croit être la vérité. Et son rapport avec ce peuple et son rapport avec son devoir est vachement plus intéressant, sa mission, c'est vachement plus intéressant que le rapport qu'il y a dans Silence. Justement, là, je critiquais le problème de l'intrigue, je critique le problème que on a du mal à ressentir de l'investissement dans la mission de ces personnages. Point suivant. Alors les deux points suivants justement sont sur le fait que j'ai appelé les personnages des moines, les personnages de The Mission et les personnages de Silence. Et oui, effectivement, je me suis gouré et je m'en fous. Pour moi, c'est pas un truc ultra important. Justement, c'est ça le truc. Vous êtes focalisé sur des trucs très très précis. Mon point principal, c'est que ce sont les protagonistes qui sont liés à une religion. Alors oui, je me suis gouré sur le terme, et comme je vous le dis, je me prétends pas être un mec qui s'y connaît à fond en religion. Donc oui, tout à fait, je me suis trompé sur les deux termes et je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Je ne pense pas que ça altère la qualité de ma critique. Peut-être que c'est pas terrible de se gourer sur ce qu'est la fonction du personnage du film, effectivement. La plupart du temps, je me souviens pas des prénoms des personnages non plus, ça m'empêche pas quand même de faire des critiques. Je me souviens de la fonction, si je me souviens pas du nom précis du personnage, c'est pas ultra important. Mais oui, je le reconnais, je me gourre sur les appellations, c'est pas des moines, et c'était pas les bons mouvements que j'ai utilisés. Ensuite, il y a deux points qui sont assez justes, à un petit détail près. Vous me reprochez qu'au tout début, j'ai résumé l'histoire comme étant deux moines qui viennent évangéliser le Japon, ou en tout cas essayer de remettre en place la religion, et réimposer le catholicisme. C'est pas effectivement leur mission principale, et effectivement ils ne convertissent personne, ils font que rencontrer des gens qui sont déjà, par chance, convertis. Il y a deux choses, c'est qu'ils viennent quand même en partie pour poursuivre le travail du père Ferreira, parce que s'ils n'arrivent pas à le trouver, ils veulent quand même essayer de refaire fonctionner la foi là-bas, donc dès qu'ils peuvent essayer de trouver un endroit où ils peuvent former quelqu'un, essayer d'avoir un nouveau prêtre pour le village et quelque chose dans ce genre-là, ils le font. Un prêtre ou un moine, je n'en sais rien. Mais j'ai quand même... le deuxième truc, c'est que tu rapproches deux choses, vous reprochez, parce que je crois qu'ils sont deux. Vous reprochez deux choses. Vous reprochez le fait que j'ai mal fait mes références à l'histoire. C'est que je dis, il y a une chasse aux chrétiens qui va être mise en place, et c'est pour ça qu'ils vont au Japon. Et vous dites, tu inverses les choses, c'est parce que justement, il y avait déjà eu une tentative de colonisation catholique il y a une centaine d'années avant, chrétienne avant, que maintenant c'est la merde, et que du coup, eux reviennent. Ce que je dis dans le film ne contredit pas qu'il y avait déjà du catholicisme avant. Justement, je parle de réimplanter, donc je suis conscient qu'il y a déjà eu du catholicisme avant et qu'il y a déjà eu un travail de prêche qui a été fait. Reste que ce n'est effectivement pas le premier truc, c'est le premier but de leur mission. Et effectivement, je l'ai pas dit dès mon résumé du début, je l'ai dit 12 minutes plus tard, dans le vlog, un peu plus loin. Je sais pas si t'en parles d'ailleurs plus loin, j'ai pas encore vu les trucs, mais je le dis 12 minutes plus tard qu'ils vont voir le père Ferreira, donc je ne fais pas croire que globalement dans le vlog, j'ai pas compris que c'était l'intrigue du film. J'en parle à un moment, donc j'ai compris que c'était dedans quand même. Je me prends pas pour plus débile que je le suis. On commence avec la narration du père Ferreira, qui est le père qu'ils essayent de retrouver au Japon, parce que c'était leur maître. Et ils essayent donc de remettre la main dessus, parce que ça fait 15 ans qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui, un truc dans ce genre-là, qu'il est parti au Japon, qu'ils n'ont plus de nouvelles. Et pour ce qui est du fait qu'ils ne convertissent pas vraiment, j'ai justement précisé un moment, le problème c'est qu'ils sont deux face à tout le Japon, je crois que je le dis juste après ça d'ailleurs, ils sont deux face à tout le Japon, donc effectivement,
ils vont avoir du mal. S'ils s'y mettent, ils vont avoir du mal. Surtout que dès le début, ça leur tombe sur la gueule, etc. Donc, oui, je suis conscient que la mission d'évangélisation est pas très bonne, mais je suis conscient aussi que j'aurais dû dire dès le début qu'il y avait le père Ferreira. J'ai juste pas pensé dès le début, j'y pensais plus tard. Voilà. Effectivement, je me suis gouré à ce moment-là. À ce propos, et ça va donner l'air d'être complètement inventé pour me sauver, mais tant pis, c'est quand même un défaut de ma part quelque part. Quand je suis arrivé dans ma salle de cinéma, il y a 2 personnes qui ont fait un scandale parce qu'elles ne pouvaient pas être assises là où elles voulaient. Et elles sont arrivées précisément là où il y avait le tout début, c'est-à-dire le moment où il y a le père quelque part au Portugal qui discute avec eux et qui leur donne la mission. Ils ont commencé à se taire quand ils sont sortis du truc et qu'ils ont commencé à parler pour prendre le bateau. Donc j'ai effectivement un peu loupé une partie du tout début. J'avais quand même compris qu'ils étaient là-bas pour voir Ferreira parce que c'est quand même lui qui ouvre le film, donc quand même. Poursuivons. Oui, donc du coup le paragraphe suivant, c'est celui où tu te rends compte qu'effectivement je suis quand même au courant du truc. Donc bon, voilà. Alors, grand 2, de l'incompréhension du propos. Alors, c'est ça... Ah oui, alors, d'accord. Donc ça, c'est ton grand 1, l'incompréhension de l'intrigue. Et ton seul point, c'est que j'ai pas parlé du père Ferreira au début. Donc que j'en ai parlé au bout de 12 minutes, t'en as rien à foutre. Pour toi, dans la globalité de mon vlog, ce que j'ai compris du film, t'as compris que j'avais pas compris qu'il y avait le père Ferreira. Poursuivons. Grand 2, de l'incompréhension du propos. Ça développe à peu près le même truc, allons-y. Alors sur le premier point, j'ai un problème. Tu dis, tu parles justement de mon cafouillage sur les chrétiens, catholiques, protestants, etc. Donc comme tu dis, les personnages du film sont jésuites et donc catholiques. Mais tu dis, il fait ici la démonstration du fait qu'il ne connaît strictement rien à son sujet et ne prend même pas la peine de s'informer dessus de façon minimale avant d'expédier des jugements autoritaires et définitifs auprès d'une audience de 200 000 personnes. Déjà, les 200 000 personnes n'ont pas regardé la vidéo. Tu rappelles souvent que j'ai 200 000 abonnés, enfin 180 000 abonnés, à peu près 200 000 personnes qui me regardent en général. La vidéo de Silence a été vue par 70 000 personnes, ce qui veut dire déjà qu'elle n'intéresse pas grand monde. Les films qui intéressent les gens dépassent les 100 000 vues sur ma chaîne, généralement. Donc déjà un premier point, mais c'est juste une petite attaque vicieuse. Tu dis, je comprends pas et j'essaie pas de m'informer dessus. Le film n'a pas réussi à me captiver en 2 minutes 45 pour que je retienne ne serait-ce que la profession des personnages. Et effectivement, j'en ai rien à foutre et je vais pas aller vérifier ensuite. Si le film a pas réussi à me captiver pour me dire ce qu'étaient les personnages, c'est qu'il y a un problème dans le film de toute façon. Il y a des tas de films dont vous pouvez voir mes critiques où je me mets à parler de choses très particulières de religion qui sont présentées dans le film et j'en parle avec les bons termes parce que justement le film était cool et que les termes me sont restés en tête et que du coup c'est pas parce que les termes me sont restés en tête que le film était cool, parce que vous aimez bien tout prendre dans n'importe quel sens et faire créer des contresens n'importe où. Mais les mots me sont restés en tête, le film était cool, le montage était intéressant, je me suis intéressé à l'histoire et je me suis attaché aux personnages, donc j'avais attaché de l'importance à ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient papa, maman, le shogun, est-ce qu'ils s'appelaient Martin ou Pierre, voilà, je retiens les choses quand les films me captivent. S'ils me captivent pas, justement, je fais presque exprès de vous montrer que ça m'a pas captivé dans les vlogs pour vous montrer que j'en avais rien à foutre, au point de même pas avoir retenu les noms des personnages. Bon, les noms des personnages, je le fais souvent, mais leur fonction à ce moment-là. Si j'ai pas retenu les fonctions des personnages, c'est que vraiment je m'en fiche un petit peu de ce qu'il y a dedans. Ensuite... Alors le propos est intéressant, je vais essayer de faire un résumé de tous les points parce que c'est exactement là qu'est le problème, c'est le problème de la représentation. Je dis donc que le film représente les Japonais comme des salauds et qu'il n'y en a pas un pour les rattraper, et vous me faites une réponse pour me dire justement c'est pour dénoncer l'orgueil du personnage de Garfield, et que tout le conflit entre les arguments de Garfield et par exemple ce que va dire l'inquisiteur au sujet du Japon et de la défense politique, c'est justement le centre du film. Si vous dites qu'il y a une dénonciation, très bien. Le problème c'est qu'une dénonciation sans une promotion en face ne marche pas. On sait que le Japon veut défendre sa culture, son histoire, sa politique, etc., etc., etc. On ne voit jamais en quoi cette culture japonaise, cette politique japonaise et ce mode de vie japonais est supérieur. Ou, pas supérieur, positif. À quel point ce mode de vie est positif. C'est-à-dire que on n'a que le personnage central qui pense que les gens sont très maltraités. Vous parlez d'un moment des paysans et vous dites on les voit bien qui veulent échapper à leur labeur et à leur machin. Et non, justement, c'est ça le truc. À aucun moment on voit vraiment, par exemple, les villageois bosser. Donc on voit pas vraiment quelle est leur vie quotidienne. Je dirais que le seul truc à un moment qui
qui exprime à peu près la misère quotidienne, c'est les chaussures que porte un des japonais qui les observe à un moment quand ils sont cachés dans la cabane d'un autre village, les japonais de Goto, et qui arrivent et qui ont effectivement les pieds ensanglantés. Mais ils ont les pieds ensanglantés parce qu'ils ont escaladé des tonnes et tonnes de montagnes et ça fait mal aux pieds. Mais les autres, s'ils vivent dans des conditions difficiles, c'est simplement parce que, comme je l'avais dit, ils sont à la campagne, ils sont proches de la terre. Donc effectivement, quand t'es à la campagne, c'est un peu plus dur, mais c'est pas... Oui, ça a été un terreau pour le catholicisme, très bien, mais c'est pas montré dans le film. Les seuls moments où on montre que la vie à la campagne est dure, c'est quand ils se font attaquer par l'inquisiteur, justement. C'est quand il y a des gens qui viennent et qui leur crachent dessus, qui les tapent et qui leur font marcher sur une icône religieuse. C'est le seul moment où on voit qu'ils ont une vie difficile. On voit jamais vraiment une vie difficile au-delà. Eux, ils ont l'air de très bien s'en accommoder. Les prêtres, par exemple, trouvent que ce qu'ils bouffent est pas bon, mais c'est parce qu'ils sont pas habitués. Et c'est vrai que la bouffe japonaise, c'est particulier. Il y a des trucs qui sont macérés, des machins dans ce genre-là. Enfin, c'était dans Your Name. Il y a un saké qui est produit parce que c'est des femmes qui mâchent le riz pour en faire une pâte, et ensuite elles le recrachent avec la salive. Et c'est avec la fermentation du riz et de la salive qu'on crée le saké spécial divin. Donc il y a des trucs spéciaux quand même dans les trucs du Japon. C'est pour ça qu'ils ont du mal. Ça veut pas dire qu'ils ont des conditions de vie difficiles. Et justement, c'est ça qui est pas montré. On voit pas où sont les conditions de vie difficiles des Japonais. On voit que qui sont le fait qu'ils soient attaqués pour leur religion. Mais vraiment, leur vie difficile de labeur, on la voit pas. Parce que, comme vous le dites très bien, les personnages sont cachés. Donc on voit jamais vraiment la culture du truc. Et on voit jamais ce qui est vraiment positif. C'est-à-dire qu'on voit qu'il leur amène un certain espoir, un certain salut, comme vous dites. Et vous parlez de la scène du baptême. Et justement, on montre que la scène du baptême n'est pas bien comprise. Et à la fin, le personnage de Liam Neeson explique pourquoi elle est pas bien comprise. Ce qui veut dire que toutes les souffrances des gens étaient pour rien en plus. Et pas seulement ceux du personnage, mais aussi celles des gens qu'on a vus. Mais surtout, donc, on voit jamais qu'est-ce qu'il y a de positif dans la vie des Japonais pour qu'ils la défendent à ce point. On ne les voit que la défendre. Et la défendre souvent de façon méchante, avec des manipulations, des choses dans genre là. Je veux dire, toute la scène sur la plage, elle est quand même dégueulasse. Et même la scène justement de fin quand il y a Liam Neeson qui vient parler de son apostasie, j'ai retenu le mot, c'est des manipulations très salopes et très méchantes de la part des Japonais. Et il n'y a jamais un moment où un personnage va pouvoir être racheté. C'est-à-dire que même Kichijiro, qui est le personnage qui les trahit tout le temps et qui revient tout le temps, il est un peu comique, ça fait un comic relief, mais du coup c'est pas du tout un personnage positif. C'est un couard du début à la fin, et il est resté accroché à cette religion parce que c'était un couard et que cette religion allait le pardonner de toute façon. Et c'est vraiment presque par dépit du coup que tout le monde se raccroche à sa foi au final dans le truc. Donc effectivement, il y a une dénonciation de sa propre foi à Rodriguez, au personnage principal, mais il n'y a rien de positif proposé au-delà. C'est-à-dire que, comme à chaque fois que la culture japonaise vous est montrée, c'est sur un œil négatif, y compris dans sa mort par exemple. On pourrait trouver que le rituel de la mort est joli, par exemple, le fait d'être enfermé dans un tonneau, etc. Sauf que non, il est rendu joli parce que le mec est enfermé avec une croix à l'intérieur, sinon il est pas joli. Ça pourrait pas juste être un mec qui a trouvé une spiritualité sympa, etc. C'était peut-être pas effectivement ce qui est vraiment arrivé au personnage, mais en tout cas c'est la façon de le transcrire dans le film. Il y a jamais un personnage positif. Même sa femme et son fils, à un moment je pensais qu'ils allaient faire un truc positif, bah je crois que sa femme lui met son petit crucifix, mais du coup c'est une japonaise chrétienne. Et quelque part convaincue de la foi de son époux, justement, c'est pour ça qu'elle lui rend son crucifix quand il va dans le tonneau à la fin, c'est parce qu'elle sait bien que pour lui, c'est ça qui est important. Allez, ouais, on va dire ça, sa femme fait un geste positif. C'est le seul personnage qui fait un geste positif dans le film, et on n'a jamais vu qu'ils étaient attachés. Justement, à supposer que sa femme soit le seul personnage à faire un geste positif à un moment ou à un autre, à chaque fois qu'on l'a vu avec elle, il tirait la gueule. Donc on sait même pas que c'est un élément positif pour lui, ce personnage-là. Donc ça débarque vraiment comme ça, au dernier moment, le personnage arrive et lui laisse sa petite croix, et c'est le seul espoir de rédemption des Japonais dans ce film, quoi, des Japonais non chrétiens, justement. Je vérifie si j'ai rien oublié dans tout ce paragraphe-là, parce que c'est tout le grand 2, en fait, là, que j'ai essayé de résumer en une réponse. Oui, là je comprends pas, vous dites que des caractéristiques amélioratives des Japonais, ce serait être endurcis. Je sais pas si ça dénote... C'est bien d'être endurci, mais c'est pas une caractéristique positive d'être dur. Justement, comme dans ce film où ils ne créeront jamais de vrais liens avec qui que ce soit d'important des personnages qui devraient être importants pour le film, c'est-à-dire Rodriguez et son collègue, ou Ferreira. Même leurs femmes et leurs enfants leur sont imposés. C'est pas eux qui les ont choisis.
est plus désireux de la sainteté et du martyr que ne le sont les prêtres portugais. Encore une fois, je ne trouve pas ça très positif d'être désireux du martyr. Être désireux de la sainteté, oui, effectivement, c'est une bonne vocation. Le problème, c'est qu'on les voit jamais avoir lieu, puisqu'à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran, ils sont en train de mentir, de manipuler, ou de faire en sorte de mal faire vivre les choses au personnage. Donc, même si c'est une caractéristique positive en soi, telle qu'elle est représentée dans le film, soit elle n'existe pas, soit elle n'est pas positive. Elle est utilisée de façon négative. Leur côté endurci, c'est pour leur permettre de taper sans avoir trop de problèmes, presque. Donc non, c'est pas du positif. Et je sais pas comment vous arrivez à lire ça comme du positif. Le portrait qui est fait des personnages n'est jamais positif. Dans le contexte, dans l'action, c'est jamais positif. Il y a toujours une arrière-pensée, il y a toujours quelque chose derrière. Ils sont jamais honnêtes et directs. Sauf quand ils sont chrétiens. Alors à un moment, vous dites que la vie chrétienne ne se résume pas à l'attente d'un monde meilleur. Il y a toujours cette possibilité du pardon dans la religion chrétienne, qui du coup autorise la faiblesse. Ce qui n'est pas le cas des traditions japonaises qui sont en place à cette époque-là, auxquelles on reviendra peut-être un peu plus loin, qui, elles, justement, vous impliquent d'être vertueux toute votre vie pour devenir le meilleur être possible, parce que c'est dans la vraie vie que vous atteindrez un état de pleine conscience si vous êtes vertueux et que vous vivez votre vie, que vous arrivez à vous détacher des choses matérielles, etc., etc., et que vous arrivez à être juste et bon. Donc, voilà, quoi, il y a clairement quand même une confrontation entre les deux, et je crois pas m'être si gouré que ça sur ma représentation de la religion catholique. Chrétienne. À part sur les termes, je me cours pas trop. Passons au troisième point, de la méconnaissance et du mépris de la religion. Alors ça, je tiens quand même à le stipuler vite fait. Je suis pour la liberté de culte, mais effectivement, je méprise la religion. Je trouve que la religion est une bêtise, mais si vous y croyez, c'est pas mon problème. Je vais pas essayer de vous déconvertir et de vous faire devenir athée, ou de vous dire que vous êtes débile parce que vous croyez. Alors je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une légère orientation sur la critique, parce que le premier point, c'est une citation de ce que j'ai dit dans le vlog, des prêtres avec des enfants huhu, et entre crochets, rire de crécelle. Et on les voit avoir des moments où ils sont avec les enfants, en train de... des prêtres avec des enfants. Alors, il y a marqué juste après, c'est une tentative d'humour, qui ne répond d'ailleurs pas aux prérequis structurels d'une blague, sans doute parce que c'était pas une blague. J'ai dit la phrase, ce sont vous voyez des prêtres avec des enfants, et d'un seul coup je me suis dit, ah merde, des prêtres et des enfants. Et je l'ai dit directement, parce que j'essaye de divertir un petit peu, et des fois je vous dis juste les conneries que j'ai en tête, parce que je trouve que c'est rigolo. Si vous trouvez que c'est pas drôle, très bien, mais le rire de crécelle c'était pas nécessaire, et ce n'est effectivement pas une blague. Une blague effectivement est plus structurée, comme vous dites, donc peut-être que c'était juste un petit pas de l'esprit, quoi, un petit truc juste pour rigoler. On n'a pas le droit, c'est pas bien, ça fait de ma critique une mauvaise critique. Attendez, je continue du coup. Alors vous savez quoi, je suis content parce que j'ai une réponse toute trouvée à ce point-là. Vous dites que pour vous, du coup, ce trait d'humour dénote du coup de mon biais total contre la religion, et que du coup, ça prouve, c'est probablement, si tel est le cas, vous dites, nous trouvons cette fermeture d'esprit dommageable, et invitons Durandal à ouvrir son environnement culturel, etc. Allez voir mon vlog sur l'Odyssée de Pi. Ça m'a ému aux larmes à la fin de poser la question de l'existence de Dieu. Comme Lucie, mais bizarrement celui-là on n'en parle pas. Parce que celui-là j'étais pas en pleurs devant la caméra. Mais la question de la religion n'est pas du tout un truc... J'ai conseillé Mission en début de vlog, putain. Vous avez les oreilles bouchées ou quoi? Ou vous faites exprès de pas voir les faits? Au tout début du film je vous dis, regardez The Mission, c'est vachement bien. C'est qui les personnages de The Mission? Justement, vous qui venez de me le dire là. Des jésuites, il me semble bien. Donc, et j'ai kiffé ce film, et je le recommande en début de film, donc non, la religion, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que le film vend la religion de ce personnage, et justement, il ne la vend pas bien, et c'est ça mon problème. C'est que justement, du coup, on peut pas rentrer dans le film, on peut pas rentrer dans la vie du personnage, et contrairement au Loup de Wall Street, où c'est facile de comprendre ce que veut le personnage, et ensuite de voir sa chute, là, du coup, je comprends pas de base pourquoi est-ce que le personnage est à ce point fasciné par ce truc-là. À aucun moment, je l'entends vraiment parler d'un truc précis, à part le père Ferreira, qui l'a poussé à croire. Donc, moi c'est ça mon problème, quoi, c'est que justement j'arrive pas à comprendre la religion de ce personnage. Vous me faites l'Odyssée de Pi, avec à la fin un personnage qui dit à votre avis, quelle est la meilleure version de l'histoire, que ça soit vrai, ou que ce soit faux, ou que ce soit Dieu, et que, enfin, laquelle version vous préférez, pardon, c'était plutôt ça le truc. Donc c'était, ça me pose aucun problème. Je suis un fan de Signe de M. Night Shyamalan, et Signe est un film
entièrement fait sur la religion et sur la foi. Enfin, c'est un film sur le fait de voir les signes divins dans la vie de tous les jours. Et je trouve ce film magnifique et c'est un de mes films préférés. Donc, non, le problème, c'est pas la religion et le petit des prêtres avec des enfants. Oui, effectivement, c'est juste un truc qui m'est venu en tête pendant que je faisais le vlog en live. C'est le principe, c'est d'être en live, d'être à chaud et d'avoir des réactions à chaud. Donc si j'ai une petite connerie à dire, des fois, eh ben, je la balance. Ça en fera rire certains, d'autres non, eh ben, décoincez-vous le cul, moi, et demandez à un prêtre, il pourra peut-être vous aider. Alors le point suivant m'énerve particulièrement. J'avais dit à un moment le problème du « vous ». Et à nouveau, l'utilisation de la deuxième personne du pluriel assez déconcertante. Vous voulez que je m'adresse à qui quand je parle? Que je dise qui? Si je dis « on », c'est encore plus prétentieux. Si je dis « nous », c'est encore plus prétentieux. C'est évidemment, je sépare moi et vous. Enfin, c'est le principe. Quel autre truc vous voulez que j'utilise? Vous voulez qu'à chaque fois je dise les personnes qui considèrent que tel film est intéressant et pas machin, etc. Non, au bout d'un moment, je vais dire vous. Je suis désolé. C'est quand même. Il faut pas faire chier non plus pendant 3 plombes. Après, oui, bien sûr, il peut y avoir des gens qui vont apprécier sans être chrétiens et justement. S'ils l'ont apprécié, qu'ils m'expliquent comment est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans le film, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'intéresser à ce personnage et à cette histoire, qu'est-ce qui les a fait, s'ils savent pas comment, qu'est-ce qui les a fait s'intéresser à l'histoire et au personnage, quel détail, quel moment du dialogue, quel élément du film les a fait s'y intéresser, parce que moi j'en ai pas vu de moment qui m'a poussé à m'intéresser au personnage. J'ai vu aucune de ses actions, aucune de ses pensées qui me donne envie de voir que ce personnage réussisse. C'est ça mon problème. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir des gens non chrétiens qui vont apprécier le film, mais je leur demande du coup qu'ils m'expliquent. Et ça du coup ça en remarque par rapport au bouddhisme, et vous dites le bouddhisme a aussi son équivalent de la vie éternelle, et justement c'est pas la vie éternelle, c'est le principe du bouddhisme, c'est comme vous le dites la réincarnation, ce qui veut dire qu'à chaque incarnation on est censé vivre bien, on n'est pas censé vivre bien une fois pour pouvoir être tranquille la fois d'après et être les doigts de pied en éventail à siroter des pina coladas. En principe c'est ça l'idée, c'est que même si on a l'opportunité d'avoir les doigts de pied en éventail et de siroter des pina coladas, on les offre aux personnes autour de nous, c'est aussi ça le truc de la vie de Bouddha, et de pas avoir envie d'être les doigts de pied en éventail de boire des pina coladas. En ce qui concerne le bouddhisme, ma mère est bouddhiste, donc même si j'étais un peu réfractaire, je connais quand même quelques parties du bouddhisme. Elle n'est pas particulièrement pratiquante, mais elle est quand même bouddhiste, et je me suis bouffé des bouquins de Thich Nhat Hanh, un des moines bouddhistes ou des trucs dans ce genre-là, qu'elle a essayé de me faire lire pour me faire comprendre que c'était génial. Donc j'en connais quand même un tout petit peu, d'accord? Arrêtez de penser que je suis un débile. Je dis pas tout ce que je connais dans une vidéo, hein. Au cas où vous serez pas au courant, je suis dans une vidéo pour parler du film, pas pour étaler ce que je connais de mon truc. Et alors après, tu me fais une espèce de petite comparaison encore sur le christianisme et le bouddhisme, en essayant de me dire que, de prouver le côté religion du bouddhisme. Le principe de base d'une religion, c'est d'avoir une déité. Et l'idée, c'est que le Bouddha n'est pas un dieu. C'est justement un des trucs qui est abordé dans ce film, c'est que le Bouddha n'est pas un dieu, c'est juste un homme, et que c'est en ça justement que c'est un modèle intéressant à suivre, et que c'est en ça que cette religion, pas vraiment, entre guillemets, c'est plutôt cet art de vivre, est intéressant, parce que justement, il n'y a pas de croyance en une divinité quelconque, qui est sous-entendue. De la question de l'ennui, ça m'intéresse, suivant. Alors, sur le fait qu'il ne se passe rien. Cette position paraît difficilement défendable, le film est en effet structuré suivant les canons classiques d'une narration. Le personnage principal s'attribue un objectif, qui est de retrouver le père Ferreira. Au cours de sa quête, il rencontre des alliés, qui l'hébergent, le cachent, lui donnent des informations, et des ennemis qui entravent son chemin. Arrivé au bout de sa quête, il se rend compte que sa mission n'était finalement pas fondée, ce qui le conduit à effectuer un choix moral décisif, aboutissement de son cheminement psychologique et spirituel. Nous entendons qu'à travers cela, Durandal critique en réalité la lenteur et la longueur du film. Cependant, il s'agit dans les deux cas d'un ressort cinématographique sciemment employé pour concrétiser à l'écran la lente agonie de la foi vécue par le personnage. Il n'y a pas besoin que l'agonie du personnage soit lente pour qu'elle soit belle à voir, et justement c'est en ça que je parle de côté passion du Christ, parce que c'est pas nécessaire. Une fois qu'on a vu 3-4 coups de fouet qui lui arrachent des morceaux de peau, c'est pas nécessaire de voir les 35 suivants, parce que je crois qu'il y en a 39 ou un truc dans ce genre-là, avant d'arriver aux 2-3 derniers. On pourrait justement montrer juste les 2-3 premiers, couper et revenir aux 3-4 derniers, sur les 40 coups qui se reçoit, là, mais c'est pas avec ça qu'il lui arrache des morceaux de peau, je crois, mais bref. C'est le côté insistance justement sur le truc qui me paraît assez déplorable, parce que ça consiste à quoi? Ça consiste principalement à dire, regardez comme il souffre. Et comme on n'arrive pas à être avec le personnage, on se dit pas regardez comme il souffre et à quel point ça fait douter notre personnage. On voit le personnage qui voit des gens souffrir, et comme il n'y a pas de lien qui se crée avec le personnage, pour moi, mais je vous dis, je vois pas d'éléments dans le film qui permettent de créer à un moment ou un autre un lien avec le personnage, si ce n'est de voir que
à cause de lui, des gens sont en train de souffrir. À cause de lui, entre guillemets, parce que c'est pas directement à cause de lui, mais quand même, en partie à cause de lui, des gens sont en train de souffrir. Et à part ça, je vis pas ce qu'il vit, donc je sens pas la lente agonie de la foi du personnage. En 2h45, il passe son temps à douter de A à Z, et à la fin, il a un truc. Mais pour moi, le doute, c'est le doute, quoi. Tu doutes de ta foi, tu doutes de ta foi, point. T'es pas obligé de le redire 17 000 fois, et justement, plutôt que de le dire 17 000 fois, montre-moi des choses qui me font comprendre le personnage et qui me font avoir envie qu'il garde sa foi. Pendant tout le film, il dit juste « j'ai peur de perdre la foi parce que c'est horrible ». Oui, pourquoi? Parce que ça t'apporte quoi ta foi? Ça t'apporte quoi de particulier de... Il en parle jamais vraiment de ça. Il y a peut-être une réplique à un moment pour dire que grâce au père Ferreira, il est content, mais à part ça, c'est laborieux, quoi. Et donc, oui, il se passe quelque chose, mais du coup, comme les ennemis viennent foutre la merde, rien n'est jamais accompli, c'est-à-dire que le personnage se fixe des objectifs et passe le film à les foirer. Et du coup, 2h45 sur un personnage qui passe son temps à foirer tout ce qu'il fait, c'est pas très intéressant. Justement, c'est un des trucs qui font que il faut accélérer le rythme, parce que juste voir un personnage faire des échecs pendant 2h45 en plan séquence, justement, c'est un peu saoulant au bout d'un moment, quoi. On a compris qu'il échouait. C'est bon. Au premier mec qui a brûlé, on avait compris. On n'est pas obligé de voir le mec qui est en train d'agoniser sur sa croix avec l'eau qui lui remonte au nez pendant 4 jours. Enfin, voilà, c'est justement ça mon genre de problème. Alors, point suivant. Il y a un truc intéressant, c'est que tu me parles du cheminement en miroir. Vous parlez pardon, parce que vous êtes deux. Le cheminement en miroir d'Adam Driver vers la solitude et le martyr, et celui de Andrew Garfield vers l'acceptation sociale et l'apostasie. C'est intéressant, mais un cheminement en miroir avec un personnage qui est absent de tout le film, je veux bien voir où est-ce qu'il est. C'est-à-dire que la conclusion, effectivement, est la même, mais le cheminement n'a pas été vu, donc l'autre personnage d'Adam Driver dont tu n'as pas mis le nom d'ailleurs, dont vous n'avez pas mis le nom, ce qui m'arrange pas parce que je l'ai pas retenu non plus. Le personnage d'Adam Driver, il disparaît un moment, il réapparaît plus tard, et on sait pas vraiment ce qui se passe, on le voit faire ce qui se passe dans la scène, pour ceux qui auraient... Enfin, on le voit crever donc, parce que oui, il y a des spoilers depuis le début. Et j'ai pas vu vraiment son évolution, justement. Son évolution était un peu absente. Et j'ai du mal à comprendre, vous continuez à me parler d'évolution encore dans la suite. Et comment vous pouvez dire qu'il y a une évolution, puisque justement le personnage reste convaincu de sa foi catholique jusqu'à la mort, puisque dans son tonneau d'enterrement, il a sa petite croix et il croit encore à Dieu. Donc au final, il a douté, mais il a jamais changé d'état d'esprit. Et c'est ça que vous dites, il y a un parcours, il y a un changement, ils vivent quelque chose. Mais non, justement, enfin, ils vivent rien de différent. C'est ça d'avoir un parcours, c'est de vivre quelque chose de différent et d'avoir une épreuve différente et de réagir à un truc différent et peut-être à un moment de retrouver la même épreuve et d'avoir du coup une réaction différente à cette épreuve-là ou un truc dans ce genre-là. Vous dites les personnages vivent quelque chose quand ils voient les personnages être brûlés et qui doivent rester cachés de peur d'être vus. Excusez-moi du petit doute, je regarde où j'en suis. Justement, ils sont cachés de peur d'être vus. On a peut-être un plan vite fait sur eux, sinon on a un plan entièrement dans l'ombre, avec au loin des trucs en train de brûler, et eux, ils sont généralement quelque part de dos au bord du cadre, un truc dans ce genre-là, donc même là, on a vraiment du mal à avoir un attachement à eux et à comprendre qu'ils aient une évolution ou une réaction quelconque. Ils sont spectateurs et on ne partage pas vraiment leur émotion parce qu'on la voit pas. Ça manque justement de quelques plans de coupe sur le personnage qui est en train de faire « Oh mon Dieu !» qui est en train de réagir, qui est en train de machin. Là justement, rester juste 10 minutes en train de filmer un mec qui est en train d'hurler au milieu de l'océan, je trouve pas ça constructif et ça montre pas d'évolution du personnage, ça montre le personnage souffrir au milieu de l'océan. Et je vous dis, il n'y a pas de connexion avec le personnage, donc c'est là que du coup le problème se fait, c'est que on reste extérieur du coup à l'action. On est déjà extérieur au personnage, donc on est extérieur aux actions que voit le personnage. Encore pire à ce moment-là, quoi. Et à d'autres moments, c'est encore plus compliqué. Vous me parlez du moment où il se pose la question entre Garfield et Driver de piétiner les idoles. Et je vous en ai parlé, d'accord, c'est un moment où il y a une question intéressante, à ce moment-là, l'acteur n'est pas au niveau de son personnage, parce que il n'y a pas que mes problèmes d'histoire dans le film à prendre en compte, il y a aussi ce que je dis dans le reste. À un moment, je dis que les acteurs sont pas à la hauteur de leur personnage, et excusez-moi, mais Andrew Garfield qui arrive et qui fait « Trample !» What should we do? Trample. Trample. C'est surjoué, ça colle pas au truc, et c'est ridicule, donc s'il doit y avoir une évolution à ce moment-là, elle marche pas parce que le jeu est pas bon, le jeu est pas suffisamment puissant pour vendre le truc. À moins peut-être que vous ayez du mal à comprendre l'anglais et que vous voyez pas que c'est surjoué, mais si vous comprenez un peu l'anglais, vous voyez très bien que le Andrew Garfield, il est pas au niveau et il arrive pas à comprendre la foi qu'il doit jouer, justement. Alors ensuite, quand je dis que la narration est un bordel, vous répondez qu'effectivement il y a 3 narrateurs, mais vous voyez pas en quoi c'est un souci. C'est un bordel parce que du coup,
encore une fois, c'est un problème de projection dans un personnage. Dans quel personnage est-ce qu'on est censé être, et étant donné qu'il y a plusieurs narrations qui débarquent à plusieurs moments du film. Pourquoi au début commencer avec dans la tête du père Ferreira? Pourquoi ne pas avoir laissé le père Ferreira en révélation finale quand on le trouve enfin? Et si on le montre au tout début du film, pourquoi déjà parler de ce qu'il a en tête? Parce que justement, du coup, quelque part, dès le texte du début, on a presque compris ce qui allait se passer et que c'était le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnages sont envoyés, c'est parce que son personnage a commis l'apostasie. Donc, c'est ça pour moi le problème de ces narrations, c'est qu'elles sortent un peu de n'importe où. Et à la fin, la narration du portugais, là, qui... non, justement, c'est pas le portugais, c'est le... c'est les Pays-Bas, c'est ça? C'est un truc dans ce genre-là, le hollandais. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est un Hollandais à la fin qui reprend la narration, et tu te dis... Alors, peut-être que Rodriguez a arrêté d'écrire des lettres, et que du coup c'est pour ça qu'ils veulent pas faire la fin de cette façon, mais pourquoi, d'où tu nous sors un personnage qui n'a rien à voir avec l'intrigue, qui est un point de vue complètement extérieur, et qui débarque à la fin en nous faisant un récit d'un point de vue extérieur, sachant qu'en plus, tu vas contredire ce récit, puisque le récit extérieur, c'est que jusqu'à la fin, tout le monde personne ne l'a vu voir une croix et regretter sa religion, un truc dans ce genre-là, et toutes les images le montrent regretter sa religion et être enterré avec son tonneau et sa petite croix dedans. Donc c'est un peu la version de Scorsese qui dit, en fait, l'histoire se trompe, le mec est resté croyant jusqu'à la fin, mais il a juste réussi à être discret, etc., quoi. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire venir cette troisième narration à la fin, qui ralentit du coup la scène, parce que on a tout le moment où le mec est à côté, en train de passer, en train de regarder ses trucs, en train d'écrire sur ses registres et ses machins, et en train de raconter tout ce qu'il a vu du Japon et tout ce qu'il découvre, que nous on connaît déjà, parce qu'on a déjà vu le film et ça fait déjà 2 heures qui dure, plus de 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite on arrive au mec qui est là en train de trouver les objets chrétiens et avec Ferreira en train de faire son truc. Ce personnage n'est que dalle, n'est rien dans l'histoire, et on comprend pas pourquoi c'est lui d'un seul coup qui récupère la suite de la narration, quoi. Surtout quand le film ne dit pas la même chose que ce que lui dit. Et pourquoi avoir commencé au début avec Ferreira? Parce que y a pas de raison qu'on soit spécialement dans la tête de Ferreira. Justement, si on avait été uniquement dans la position de Rodriguez depuis le début, on saurait pas vraiment ce qui s'est passé pour Ferreira, qu'on a vu d'ailleurs juste pour nous montrer des gens se faire ébouillanter avec de l'eau à 100 degrés, ce qui est encore une fois nécessaire, absolument nécessaire, à voir pendant 5 ou 6 minutes. Et donc du coup, c'était pas obligatoire de commencer avec cette histoire-là, c'était pas obligatoire de commencer comme ça, et on aurait eu la révélation avec le personnage de si vraiment le père Ferreira a commis l'apostasie ou non. Voilà, ça me semble objectivement un bordel. Passons ensuite à de la méconnaissance du Japon, intéressant. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a quand même des phrases dans ce film qui tu le sais, quand tu connais un minimum ce qui se passe au Japon. Alors, excusez-moi, il y a un problème de transcription. Il y a un moment où tu dis, il y a quand même des phrases dans ce film qui tuent le cerf quand tu connais un minimum ce qui se passe au Japon. Qui tuer, le cerf, l'animal le cerf. Qui tue le cerf, T apostrophe, ulcère, de l'estomac. Pas qui tue le cerf, qui tue le cerf, qui crée un ulcère. Ah oui, je sais, je parle de façon un peu bizarre des fois, mais ça me paraît pas grammaticalement faux. Donc oui, il y a des choses qui tuent le cerf des fois quand tu l'écoutes, mais on tue pas des animaux. Bon, je continue du coup. Alors je suis d'accord avec le petit A. Il y a une phrase que j'avais reprise en disant les Japonais on les a sortis, ce sont plus des animaux. Et c'est vrai que du coup j'ai vu ça uniquement d'un point de vue extérieur par rapport au peuple japonais, d'un point de vue par rapport au peuple japonais qui est un peuple divin, donc c'est pas des animaux. Évidemment, ce que le personnage entendait, c'était le côté religieux, c'est-à-dire qu'effectivement, on considère quelque part, hein, c'est ce que tu es en train de dire, que un personnage qui n'est pas chrétien est un animal, parce qu'il n'a pas encore reçu la foi, il ne croit pas encore, donc il est au stade de l'animal. Et justement, ce genre de truc, déjà si t'es pas religieux, tu te dis pas ça immédiatement, la preuve, et comme en plus le film ne t'apporte pas d'autres points de vue réels, tu peux considérer que c'est vraiment comme ça que... Ben oui, c'est comme ça qu'il les considérait avant, quoi. Il disait que c'était des animaux, donc... Rien dans le film ne va vraiment aller à l'encontre de ça. Alors j'aime bien le nota bene, nous tenons à marquer notre désapprobation face à l'épaisse condescendance citadine et bourgeoise contenue dans cette phrase. D'accord, alors y a quoi à la campagne? Vas-y, dis-moi, décris-moi ce qu'il y a à la campagne. Y a pas de la terre à la campagne?
Putain, ça m'énerve ce genre de conneries. Alors le petit B, je suis désolé, je peux pas le valider parce que tu dis le principe c'est qu'on vive le point de vue d'un missionnaire jésuite du XVIIIe siècle. Et je suis désolé, c'est mon problème, c'est que je ne ressens pas le point de vue du jésuite du XVIIIe siècle, je n'arrive pas à l'adopter ni à le comprendre. Et ensuite, tu me parles du fait que j'ignore visiblement tout de la pyramide des classes, et que j'ignore que les paysans étaient maltraités à l'époque. Ça alors? Tu veux dire qu'il y a quelques centaines d'années, les paysans étaient maltraités, considérés comme des laquais, comme des serfs, et qu'ils étaient bons juste à te filer des taxes, des dots et des machins, et à souffrir pour toi, pour un seigneur quelconque? Mais... Vous croyez que je vis dans quel monde et vous vivez dans quel monde? Enfin, vous croyez qu'il y a besoin de préciser ce genre de choses? C'est évidemment qu'ils avaient des conditions de vie de merde. C'est ce que je dis dans le vlog. Je dis évidemment qu'ils ont des conditions de vie de merde. Ils vivent à la campagne. Avec tout ce que ça implique. Aussi bien la terre que le côté politique. Justement, la petite attaque ensuite sur le fait que je connaisse vite fait juste une petite légende de shintoïste ou un truc dans ce genre-là. Encore une fois, mon but, c'était pas de faire un cours d'histoire, d'accord? J'évoque rapidement un fait facile à comprendre pour tout le monde, qui fait comprendre pourquoi, globalement, c'est compliqué de recevoir la réplique « les Japonais sont des animaux ». D'accord? J'essaye justement de rester simple et de pas rentrer les deux pieds dans un domaine que je ne connais pas sur le bout des doigts. Je connais une partie des traditions japonaises et une partie de leur culture, dans ce que j'en ai vu dans les films de Miyazaki et dans d'autres œuvres que j'ai pu voir. Mais effectivement, je suis pas un dieu, donc... Contrairement aux Japonais. Donc, justement, je note un petit fait facile à comprendre pour expliquer en quoi cette phrase est difficile à recevoir, surtout sans contrepoint dans le film. Contrepoids dans le film. Alors, la partie suivante m'intéresse particulièrement, parce que j'ai effectivement fait une imitation de l'inquisiteur Inoue avec une petite voix d'accent asiatique nasillarde en disant que ça avait été fait exprès pour pousser le ridicule du film, pour ridiculiser le personnage. Ce n'est donc pas moi qui fais preuve de racisme ordinaire en imitant le truc, premièrement. Deuxièmement, je pensais aussi qu'à faire ce genre d'accent asiatique c'était du racisme ordinaire jusqu'à ce que je devienne vendeur de jeux vidéo et qu'un jour un de mes clients réguliers vienne tous les jours dans le magasin en arrivant en faisant « Salut grand chef, comment ça va ?» Donc ça existe, d'accord, l'accent asiatique, l'accent chinois, comme ça. Justement, j'en parle ici parce que l'avoir utilisé pour ce personnage-là est justement un moyen de décrédibiliser le personnage. Il a décidé de faire du méchant un personnage de grand-père avec les voix de grand-père à la japonaise, c'est-à-dire les petites voix un petit peu machin et qui vont un petit peu vers les aigus. Et vers le nasal, s'ils ont des fois des voix un peu nasales. D'une part, c'est pas du racisme ordinaire, d'accord? Le racisme, c'est décider que quelqu'un est inférieur, et se moquer d'un accent, c'est pas dire que quelqu'un est inférieur. C'est pas forcément drôle, je peux le comprendre, parce que moi, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est se moquer d'un accent ch'ti, et je trouve pas ça très drôle, mais il y a des moments où c'est drôle. Et là, justement, dans le film, c'est fait pour ridiculiser le personnage, parce que c'est le méchant, ils lui font cette voix-là. En principe, c'est une voix qu'on donne, par exemple, dans les animés japonais, aux esprits. C'est très souvent d'avoir des petites voix comme ça, un peu étranges pour les esprits, et aux petits vieux, aux grands-pères, aux machins, mais généralement le petit vieux sympa, quoi. Genre, je sais pas si Tortue Génial a une voix comme ça dans la version japonaise de Dragon Ball, mais c'est un peu ce genre de voix-là. Généralement, c'est une voix plutôt pour un personnage sympathique, et si c'est pour un personnage maléfique, c'est pour avoir un côté un peu grand guignolesque. You do not seem to know Japan. The price for your glory is their suffering. Et quand il est utilisé là pour montrer le méchant, c'est pour montrer que c'est un méchant un peu dont on veut que le personnage puisse, que le spectateur puisse se moquer ou puisse considérer de façon un peu négative. Ce qui est logique, vu que c'est un ennemi quelque part, mais quand tous les Japonais sont représentés de façon très négative et que le grand méchant principal a cette petite voix-là nasillarde et fait quand il est en colère, je suis désolé, c'est pour ridiculiser l'inquisiteur. C'est fait pour ça, c'est pas moi qui suis raciste primaire envers les asiatiques pour les ridiculiser, c'est les codes qu'utilisent les japonais eux-mêmes dans certaines de leurs créations, et c'est fait pour avoir un personnage pas ridicule, l'idée c'est pas de lui faire se prendre les pieds dans le tapis ou un truc dans ce genre-là, c'est juste d'avoir un côté qui le rend un petit peu moins respectable.
un côté un peu étrange, un peu décalé. Il est pas parfait, il est pas nickel, il est pas tout à fait droit. Il a un petit défaut, il a une voix un petit peu étrange. Et c'est vos accusations de racisme ordinaire et de machin, là sur les asiatiques et ensuite sur les paysans, vous êtes vraiment des social justice warriors à la con quoi. Enfin c'est ça qui fait de vous des social justice warriors. Vous n'arrivez pas à comprendre le sens de l'utilisation du truc. Vous n'arrivez pas à comprendre quand quelque chose est dénoncé dans un film et quand quelque chose est utilisé de façon positive. Et c'est intéressant parce que c'est à moi que vous me reprochez ça à chaque fois, sauf que moi je peux vous prouver clairement, en vous disant ce que je viens de vous expliquer, je peux vous prouver que c'est utilisé de façon négative. Prouvez-moi que c'est utilisé de façon positive, bordel de merde, si c'est pas utilisé de façon négative. C'est ça le truc, vous avez pas d'argument à chaque fois, vous avez des visions différentes, mais vous avez pas d'argument, vous avez rien pour prouver ce que vous dites. Vous avez reçu le film différemment, et pour vous, c'est comme ça qu'il faut le recevoir. Très bien, c'est aussi un peu comme ça que je présente mes vlogs, mais moi je mets des arguments derrière, je vous explique pourquoi je l'ai reçu comme ça. Et c'est pas du racisme ordinaire, c'est parce que il y a un choix qui a été fait dans le film de mettre cette voix au personnage. Tout est choisi dans un film, donc à chaque fois qu'on choisit un truc, c'est dans un but particulier. Choisir un personnage avec une voix un peu rigolote, surtout pour un occidental, vu que le film est d'un point de vue occidental, c'est fait pour une raison. C'est fait pour ridiculiser le méchant. D'accord? Et c'est pas moi qui suis un salaud, c'est le film qui décide de ridiculiser le méchant comme ça. Parce que c'est le méchant, et parce que c'est bien de pouvoir ridiculiser un peu le méchant parce que ça soulage un peu le spectateur, mais ça n'empêche que c'est utilisé pour ça, pour ce code-là. C'est pas moi qui lis mal le truc. Et je lis un truc, je vous donne un argument, donnez-moi un argument contraire. Un argument, pas un point de vue. Bon alors ça c'est pareil, apparemment vous avez un problème avec l'humour en fait, en général. Soit vous n'arrivez pas à le comprendre, soit vous n'y êtes pas réceptif. Mais quand je cite le sketch de Monique, des Inconnus, avec toi tu t'appelles Nathalie avec les hybrides et ta face de citron, c'est parce que je l'ai eu en tête, j'ai vu le film, j'ai vu le personnage asiatique arriver, j'ai vu je m'appelle Monique. J'ai un contact qui s'est fait, je l'ai trouvé drôle et je vous l'ai dit parce que je trouve ça rigolo. Alors si ça vous fait pas rire encore une fois, décoincez-vous un petit peu le cul, mais c'est pas du racisme non plus. J'ai compris justement, enfin je suis pas un débile, vous marquez, t'as pas compris que ça raillait le racisme latent du public européen. Bah non, je suis débile, évidemment je suis gogol. J'ai pas compris qu'il critiquait la traduction des formats japonais en France avec des titres de personnages français. Je vous signale quand même que j'étais fan de Sailor Moon, parce que je n'ai jamais honte d'admettre de quoi je suis fan, et que dans Sailor Moon, tous les personnages avaient été renommés Mathilda, Véronique, machin, tout le bordel, Frédéric et Mylène pour certains, vraiment des trucs... Donc je savais que c'était ça qui a été critiqué, et je sais que c'est ça qui a été critiqué, donc c'est pour ça que je le dis en rigolant un peu de moi-même, justement, en disant oui putain je sais, j'ai pensé à ça, le problème c'est qu'effectivement tu vois une Monique qui débarque, c'est un peu compliqué. Et vous dites, ça trahit justement qu'il connaît effectivement rien à ce qu'il dit, puisque la persécution sur le territoire japonais a eu lieu depuis quelques années seulement, et que avant, ça se passait plutôt bien. Oui, effectivement, sauf que du coup, je sais pas exactement depuis combien de temps les lois ont été votées dans ce film. Je me rappelle pas d'un moment où il les dit, à quel moment les lois ont été votées, je me rappelle qu'ils ont dit que les lois ont été votées, mais je me souviens pas de quel moment ils l'ont dit. Donc du coup, quand je crois cette personne qui est une très jeune fille, et d'ailleurs elle me dit quelque chose, je me demande si c'est pas une nana qui jouait dans Mémoire d'une geisha ou un truc dans ce genre-là, quand je la croise ce personnage-là, je la vois, elle a l'air d'avoir une vingtaine d'années, peut-être même plus jeune que ça, justement, beaucoup plus jeune que ça. En même temps, Andrew Garfield, pour moi, il fait tellement jeune et je sais pas quel âge il est censé avoir dans ce film non plus. Et quand je vois ce personnage-là arriver, elle a l'air très jeune, genre une quinzaine d'années, et je me dis, bah, ça pourrait faire 15 ans que ça a commencé, le temps qu'il soit au courant que Ferreira a fait l'apostasie, que le message soit arrivé, parce qu'en plus ils ont expliqué que le message était passé par 3 ou 4 mains avant, et qu'elle avait été vendue, volée, machin, et trucs dans ce genre-là, et qu'elle est arrivée ensuite. Vous voyez quand même, j'ai retenu l'histoire, hein. Donc le temps que la lettre arrive, qu'ils aient le truc, qu'ils décident de partir en mission, qu'ils partent, qu'ils fassent le voyage, qu'ils arrivent là-bas, et qu'ils rencontrent cette jeune fille à ce moment-là du film, je ne sais pas combien de temps s'est déroulé. Je n'ai aucune idée de l'avancement du temps de ce film. C'est pas un problème. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont foutu le bordel au tout début du film, alors peut-être qu'au tout début du film, ils ont dit « ça fait 10 ans qu'ils ont créé des lois, ça fait 15 ans qu'ils ont des machins », mais globalement, vous êtes en train de me casser les couilles sur une blague, juste le fait que j'ai vu une japonaise qui s'appelait Monique, et que je trouvais ça rigolo, et que c'était un peu ironique en plein moment où on était en chasse aux chrétiens, justement, mais à la limite qu'elle change de nom, quoi, qu'elle dise qu'elle s'appelle autrement, enfin, il y a peut-être un autre truc. Bon là c'est un personnage, c'est un prêtre, donc elle fait confiance, mais... Allez, suivant. Alors le point suivant, vous me dites, c'est pas l'objectif du film de rendre la majestuosité de la ville de Nagasaki au XVIIe siècle, pardon. Ça aurait à la fois explosé le budget et ça aurait été hors sujet au regard des partis pris esthétiques minimalistes et austères du film.
et vous dites pourquoi est-ce qu'il devrait s'excuser obligatoirement. Ça coûte pas forcément très cher, hein, ça peut se faire juste en une matte painting avec juste quelques petits effets spéciaux. Il y en a forcément un ou deux quelque part, un endroit, ne serait-ce que pour retirer un poteau télégraphique. Donc tu peux aussi rajouter un petit peu de ville quelque part. Et effectivement, Scorsese n'est pas obligé en tant qu'Américain de se faire pardonner pour ce qui s'est passé à Nagasaki. Je trouve ça juste ironique de passer à Nagasaki avec des acteurs américains qui jouent des Portugais et de même pas avoir au moins la décence de se dire tiens, on va faire un petit plan joli sur la ville pour montrer au moins que certains aspects du Japon sont brillants et beaux, quoi. Parce que le Japon est brillant et beau, vous le savez, mais c'est montré où dans le film? On voit que des prisons, des cours intérieurs, des petits intérieurs de maisons très restreints, on voit jamais un beau truc majestueux du Japon. La nature, à certains moments. La forêt. Alors au début, vous faites presque amende honorable sur la représentation des Chinois qui effectivement est légèrement fantasmée. Mais vous dites ça paraît logique qu'une grande ville portuaire saturée d'échanges commerciaux ait un niveau de vie plus élevé qu'un village de campagne. Je suis d'accord sur le coup, mais du coup vous reconnaissez qu'à la campagne c'est pas le même niveau de vie, hein? Bande de méprisants, hautains envers la campagne. Et puis surtout vous dites il n'y a aucun dénigrement japanophobe là-dedans, à part le fait que toute cette scène est dédiée à la rencontre avec Kichijiro, qui est un personnage qui a l'air à la base totalement fou, qui se déplace uniquement en pagne et qui a du coup les 3/4 du temps les jambes en l'air parce qu'en plus il est bourré et donc en l'air comme un bébé en train d'agiter les pieds et les machins parce qu'il est complètement bourré et démoralisé. Vous avez raison, il n'y a rien qui dénigre le Japon là-dedans au profit de la Chine. Les Chinois qui eux savent tous parler anglais sans aucun problème alors que c'est une vraie question pour Kichijiro, il le savait pas à l'avance d'ailleurs, il voulait pas savoir si le personnage savait parler anglais avant de le présenter au prêtre. Il faut qu'il lui demande quand il arrive en face. Donc voilà, il y a une partie d'accord avec ce que je dis, et une partie qui était pas d'accord, mais j'ai des réponses aussi contre ce que vous avez dit, encore une fois. Mais voilà, au moins on est d'accord, il y a quand même un truc bizarre sur la représentation de la Chine dans ce film. Et pour moi, justement, vous isolez ça de tout le reste. Pour moi, justement, ça se rajoute à tout le reste. Quand vous avez en plus une mise en avant de la Chine, et tout ce qu'il y a dans le film est envers les Japonais non chrétiens et négatif, il y a une logique déjà qui est respectée entre les deux, et vous vous demandez du coup quel est vraiment le message que veut faire passer le film, quoi. Alors ensuite, la 6, de la platitude de l'analyse du cinéma de Scorsese. Alors, avant même de rentrer dans le détail, j'ai fait un petit passage rapide en vue sur Scorsese, dans un vlog qui fait déjà 27 ou 30 minutes, un truc dans ce genre-là. Si vous vouliez que j'en dise encore un peu plus, je pouvais en dire plus, mais le but, c'était pas de faire une review de tout ce qu'a fait Scorsese, c'était juste de dire, je trouve quand même globalement que c'est un mec qu'on apprécie pour ses scénarios davantage que pour sa mise en scène, et globalement, j'ai pas vu grand monde me répondre quelque chose à l'encontre de ça, excepté les travelling qui sont très utilisés chez lui, mais le truc c'est que je vois jamais quel sens ils ont. Je me souviens encore d'avoir parlé du travelling du Loup de Wall Street, où il y a un moment où le mec lance du trade, et la caméra fait un travelling arrière, révèle tous les gens qui sont en train de faire du trade, et revient en avant, et c'est tout. Et là, il y a un plan, du coup, dans la forêt, où le personnage de Rodriguez est desséché. Il est déshydraté. Et Kichijiro part lui chercher de l'eau, et c'est pas le moment où il a été le plus mal en point, et où il sera le plus mal en point dans le reste du film. Mais pour une raison ou pour une autre, la caméra dézoome, et on voit le personnage de Rodriguez à genoux au milieu de la forêt. Et quel est le sens? Pourquoi est-ce qu'on vient d'avoir un travelling à ce moment-là? Justement, si c'était le moment où il était le plus perdu, le plus isolé, le plus au fond de son trou, justement, à douter le plus de la foi, là, tu fais un travelling arrière et le personnage, d'un seul coup, est tout seul et abandonné et machin. Là, ça a du sens. Là, on est en plein milieu du film. Kichijiro, il est juste parti chercher de l'eau, il va revenir dans 2 minutes. Il est un peu déshydraté, mais il a été dans des pires conditions juste avant, donc je vois pas le sens de cette mise en scène et je la trouve pas donc très marquante, globalement. Alors, je vais voir ce que vous avez mis dans le détail, mais j'essaie de quand même passer rapidement, et effectivement, quand je sais qu'il y a des trucs que je maîtrise pas, j'essaie de pas y aller à fond, comme quand je parlais de la religion juste avant, j'essaie de pas dire tous les trucs. Sur les Scorsese, il y a plein de films de lui que j'ai pas vus, et il y a beaucoup de films de lui que j'ai vus et que j'ai pas aimé. Et globalement, d'ailleurs, les plus appréciés, j'ai du mal. Mais parce que justement, je trouve que seule l'histoire est intéressante, et c'est des histoires qui m'intéressent pas, des histoires de mafieux, le Taxi Driver, l'histoire du mec qui veut buter, enfin pour moi, c'est pas des trucs qui me fascinent particulièrement, donc si vous avez pas ces fantasmes d'hommes de pouvoir ultimes qui arrivent à réussir des trucs et des machins, et les putes, la coke et tout le bordel, c'est compliqué de voir quelque chose d'intéressant dans un film de Scorsese.
Dans certains, évidemment, dans certains, il y en a, je vous ai dit, il y en a qui m'ont plu. Quand j'ai fait ma critique de Loup de Wall Street, j'ai pas dit que c'était de la merde juste pour me faire mousser en disant de la merde sur un film de Scorsese, quoi. J'ai apprécié le Loup de Wall Street et c'était bien fait et je comprenais les personnages et c'était bon, quoi. Donc j'ai pas un problème spécifique avec Scorsese, c'est juste que je trouve que globalement c'est un réalisateur comme les autres. Il a fait des films qui ont beaucoup marché, qui ont été retenus par beaucoup de gens, mais je trouve qu'ils ont rien de spécial quand on les regarde comme ça, et que si on n'est pas fan de ce qui est dedans, c'est pas intéressant. Je vois donc ce que vous avez mis dans la platitude de l'analyse du cinéma de Scorsese. Alors, vous parlez du fait que je mette en avant l'avant-première donnée au Vatican pour le pape, pour dire que Scorsese serait un dévot propagandiste, et vous évoquez en réponse à ça La Dernière Tentation du Christ, qui était donc un autre film sorti par Scorsese, dans lequel il explorait une théorie, enfin une vision plus personnelle de la religion, où il explorait un moment où il imaginait que Jésus ait renoncé à sa vie sainte et il s'installe avec une femme et des enfants. Je suppose que c'est Madeleine, d'ailleurs, Marie-Madeleine. Et ça avait fait scandale à l'époque, et le film avait été retiré des écrans, tout le bordel. À l'époque, c'était il y a 30 ans, et c'était un autre film qui explorait une voie effectivement différente. En ce qui concerne celui-ci, vous dites que un magazine catholique a appelé ça un film qui justifie l'athéisme à l'inverse. Je comprends pas comment un mec qui voit un film où quelqu'un qui officiellement a renoncé à l'apostasie mais continue à se faire enterrer avec sa petite croix parce qu'il est toujours chrétien à la fin, considère que le film fait la justification de l'athéisme, puisque justement, il n'y a pas eu de progression, chacun est resté campé sur ses positions et Rodriguez a toujours la foi, donc comment est-ce que on peut parler d'athéisme? Globalement, voilà, c'est deux films différents qui essayent de faire deux choses différentes. Dans un film, il essaye d'explorer une théorie qu'à l'époque, il trouvait intéressante. Il s'était posé la question de la foi et qu'il s'était demandé comment est-ce que Jésus aurait pu se poser cette question lui-même. C'est effectivement du blasphème, me semble-t-il, et je comprends que ça ait fait réagir l'Église. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci, personne n'a fait brûler des cinémas parce qu'il était diffusé, des trucs dans ce genre-là. Tu me cites un magazine catholique qui l'a pas aimé, effectivement. Maintenant, quand tu regardes les critiques vite fait qu'il y a sur internet, c'est La Croix a bien aimé le film, par exemple, des trucs dans ce genre-là. Donc, quand même, c'est... Je suis navré, mais il y a un vrai truc par rapport à la religion. Et justement, l'autre film était il y a 30 ans, il a pu changer d'état d'esprit entre-temps, Scorsese. Il a pu changer d'état d'esprit sur sa façon de vivre sa foi, et d'expérimenter sa foi et de la faire vivre aux autres. Donc, oui, effectivement, il y a un autre film il y a 30 ans qui a fait scandale. C'est pas le cas de Silence. Donc, ouais, c'était peut-être pas un dévot propagandiste à l'époque, c'était quand même un chrétien, hein, mais c'était peut-être pas un dévot propagandiste à l'époque. Je trouve que là, vraiment, ça fait vieux papy qui d'un seul coup se redit « Tiens, merde, la foi c'est vachement important et je vais bientôt crever, donc faudrait que je me rappelle un peu de ce que c'est », et qui fait ce film-là en se disant « Oui, la foi c'est super fort et on peut résister à n'importe quoi pour sa foi, et la foi peut résister à tout et tout ». Pour moi, je vois pas où est l'athéisme, du tout. Et si justement des critiques catholiques voient ça comme un film athéiste, faut vous poser des questions quand même sur le nombre de visions différentes que les gens peuvent avoir de ce film. Et jusque-là, je suis le seul à amener des points qui justifient vraiment précisément ce que je suis en train de dire sur chaque truc, quoi. Et c'est ça le truc, si vous apportez des arguments précis, on peut les démonter. Si vous me dites à un moment, il y a une scène magnifique où il se passe tel truc et tel machin, je peux vous dire non, cette scène-là ne se produit pas et n'importe qui regarde le film peut le savoir. C'est là justement que je suis pas un Trump. Vous m'avez accusé de Trump dans votre conclusion. Trump, il dit n'importe quelle connerie qu'il imagine et c'est tout. Moi, justement, vous pouvez vérifier ce que je dis, globalement, si vous allez voir dans le film, vous allez trouver ce que j'ai dit. Si je vous dis qu'il y a un cut à ce moment-là, il y aura un cut à ce moment-là. Si je vous dis qu'à ce moment-là c'était super long, il y a un moment qui sera assez long. J'ai pu avoir du mal à apprécier une scène à un moment, mais globalement, si je fais une critique technique, c'est que j'estime qu'il y a vraiment une base technique à ma critique. Donc il faut me répondre sur ces points-là, et quand vous répondez des trucs, vous devez répondre des trucs qui existent vraiment et qui sont dans le film. Il y a tellement de trucs que les gens me répondent qui sont pas dans les films, quoi. Et tu dis, mais ça, justement, c'est pas dans le film, donc c'est pas ma faute, c'est pas mon problème, c'est pas mon truc. Alors encore une fois, d'un côté réducteur, je parle des films de Scorsese, j'ai dit que ce sont globalement des films avec des bad boys, et qui rêvent d'être des choses que vous ne pouvez pas être, ou que vous n'avez pas les couilles d'être, ou l'éducation d'être. Et je n'ai cité que les mafieux. Il y a quand même d'autres moments où j'ai parlé d'Aviator, ou de ce genre-là. Il y a quand même un thème global de la part de Scorsese, qui est des hommes de pouvoir, des représentations assez viriles et intéressantes des hommes. Même le personnage de Shutter Island, dont vous parlez un peu plus loin, qui au final se révèle être fou, mais qui depuis le début du film a la classe, et est joué par Leonardo DiCaprio.
donc pas ce qu'il y a de plus difficile pour, enfin pas ce qu'il y a de moins viril et pas de moins intéressant et pas de moins bad boy dans l'apparence. En plus quand il arrive avec son petit feutre, sa clope, son machin, ses yeux à moitié fermés et tout, enfin il y a quand même une représentation du mec bad boy globalement dans les films de Scorsese, et c'est globalement le seul point que j'arrive à trouver de commun, parce qu'effectivement vous parlez après de certains autres films, Les Affranchis, Shutter Island, Les Nerfs à vif, À tombeau ouvert, et vous parlez des cadres qui sont faits, de la façon de gérer la lumière, etc. Et c'est un peu mon problème, je retrouve jamais vraiment de constante dans la mise en scène de Martin Scorsese, ce qui me laisse entendre que la véritable direction photographique est faite par le directeur de la photographie, et que Scorsese lui-même n'a pas un œil particulièrement visuel. Scorsese, c'est un réalisateur plutôt de la narration. Je suis pas sûr que Les Affranchis aient inventé la technique du courant de conscience, c'est-à-dire en gros la narration avec dans l'ordre de pensée du personnage. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a quand même d'autres films avant qui ont essayé de les faire. Après voilà, je vais pas faire une étude sur ce truc-là, je viens de le lire dans le truc, j'ai pas un élément de réponse forcément sous la main, mais je suis pas sûr quand même qu'il ait à ce point révolutionné la narration avec Les Affranchis. Mais c'est vrai que voilà, globalement au niveau de la mise en scène, c'est difficile d'avoir des vraies récurrences, de voir des vraies récurrences de mise en scène, à part les travelling par exemple, dans ce que fait Scorsese, dans sa façon de cadrer. Vous parlez dans Shutter Island de la façon de centrer les décors, des contre-plongées, des plongées qui avec le malaise et tout le bordel. Oui, effectivement, il y a des films de Scorsese qui ont de la gueule visuellement. Généralement, c'est à ce moment-là que l'histoire me plaît absolument pas. Shutter Island, par exemple, je suis désolé, je trouve le principe de ce film complètement con. Je comprends pas l'idée Des fous, c'est pas aussi mécanique que ça, il suffit pas de le foutre dans un bateau pour que d'un seul coup il se réveille, on est persuadé qu'il est dans une mission et qu'il est un détective. Je trouve que l'histoire globale de Shutter Island marche pas très bien, mais effectivement il était très bien filmé et très joli, et le travail de l'ambiance était très bien, et le montage était très bien, etc. Oui, je vous l'accorde, il y a des films de Scorsese qui sont bons, j'ai jamais dit qu'il faisait que de la merde. Je crois pas avoir dit ça, j'ai dit que c'était un réalisateur comme un autre qui peut donc faire des bons films et aussi parfois se viander. Et pour moi, Silence, c'est un film où il s'est viandé. C'est un film où il s'est perdu dans la narration et c'est un film où il s'est perdu dans le rythme du montage. C'est pour moi un de ces mauvais films, Silence. Et ça existe des bons réalisateurs et même des grands réalisateurs qui font des mauvais films. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais, enfin tu dis ça pour certains mais pas pour d'autres. Même Luc Besson, quand il fait un film que j'aime pas, je le dis. Quand Malavita est sorti, j'ai dit que je l'avais pas trouvé formidable. Quand The Lady est sorti, je l'avais pas trouvé formidable non plus. C'est après que j'ai trouvé du sens et que en regardant la mise en scène, j'ai trouvé des points intéressants. Mais je considère pas que c'est des chefs-d'œuvre. Donc même un mec que je vénère comme ça, si vous avez regardé mes bilans de début d'année, Valérian, je me chie dessus. Je sais pas du tout ce que ça va donner et j'ai très peur que ce soit mauvais, que ce soit déjà vu et qu'il y ait du mal. Donc je suis absolument pas justement dans le dogme et l'admiration des gens. Justement, j'ai eu tellement de déceptions quand on se met à analyser, à faire des trucs comme Darren Aronofsky par exemple, que je sais que les réalisateurs sont des êtres humains et que des fois ils se gourrent et que des fois ils se plantent. Donc oui, il a fait des bons films et avant il a fait des films qui étaient pas pro-catholiques machin, mais celui-là c'est le cas. Et quand on met l'ensemble de sa filmographie, je suis désolé, il y en a certains qui sont bancals. Alors en revanche, pour le coup, j'aime beaucoup Les Affranchis. Qu'il a pour le coup, là justement pour le coup, c'est justement les films de mafieux. C'est compliqué pour moi de les apprécier. Film de mafieux de Martin Scorsese. Je l'apprécie parce que justement la façon de raconter le film rend les personnages intéressants et attachants. Justement, à ce moment-là, je peux me projeter sur ces personnages-là, et en plus, il y a une fin très ironique, c'est quand même justement son thème, c'est de prouver que les gens se cassent la gueule. D'ailleurs, si vous regardez bien, en principe, c'est le thème de tous les films de mafieux, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens trouvent que c'est si classe les mafieux, alors qu'à chaque fois ils perdent dans les films, c'est le principe. Le mafieux à la fin, il a plus rien, il a une vie de merde parce qu'il a justement fait trop de saloperies dans sa vie. Donc voilà, mais c'est vrai que Les Affranchis, oui, c'est un film que j'aime bien. La narration par Ray Liotta et le fait qu'on ait des blagues et les machins, et tout le début là avec le mec dans le coffre et tout le bordel, ça passe super bien et j'adore ce film-là est très bien fait. Je l'adore pas, je le regarde pas des milliers de fois, mais dans les films de mafieux, c'est un de ceux que j'aime. Donc j'ai pas un problème avec toute la filmographie de Scorsese. Admettez que c'est un mec qui a principalement des bons scénarios avant d'avoir des bonnes idées de réalisation, et qu'en réalisation visuelle, mise en scène, tout le bordel, et que quand on rentre dans le vrai truc, c'est compliqué de trouver quelque chose de vraiment fascinant et d'ultra lisible dans chaque plan et dans chaque machin. Enfin, ça dépend des films justement, il y a des films qui le font et des films qui le font pas, et là pour moi Silence c'est un film qui a du mal à le faire, j'arrive pas à rentrer dans les personnages et à les comprendre. Après, c'est encore le genre de truc. Vous me reprochez le taunt. Vous me reprochez de vous demander de réagir. Il me reproche toute la section. Si vous trouvez que ça c'est du grand cinéma, c'est que précisément vous êtes aveuglé par votre propre religion, que vous avez une croyance aveugle à Scorsese. C'est pas possible de trouver que ce film-là est génial, etc. J'exprime ma décontenance face à ce film et je vous invite par là même à réagir. Justement, c'est très bien, vous l'avez fait. Hein.
Donc c'est cool, c'est pour ça justement que je lis votre texte avec attention, mais c'est juste un rappel du je vous mets au défi, quoi. Qui est le thème de tout ce vlog, c'est je vous mets au défi de me dire que c'est génial. Et j'ajoute quand même qu'effectivement, pour moi c'est plutôt Kato, et que même un Kato pourrait ne pas l'aimer parce que c'est long et c'est chiant. C'est un fait que le film est lent, il fait 2h45. Il n'y a pas besoin de 2h45 pour raconter ce qui se passe dans ce film. Si vous avez vu le film, vous savez justement que les scènes durent super longtemps et que c'est même presque au niveau de l'écœurement à certains moments. Donc effectivement, si vous avez une foi, si vous avez une croyance, et si ça vous intéresse de voir ce truc-là dans un film, quand vous voyez les scènes de torture, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est horrible, etc. » Vous avez de l'empathie pour ces gens-là. Si vous ne l'êtes pas de base, le film ne vous invitant pas à comprendre le personnage, vous restez extérieur à tout ça. Au final, ce que j'ai dit techniquement est bon. Le point de vue, après, de savoir si c'est réussi ou pas, vient du côté catholique, vient du côté croyance ou non, d'ailleurs, si j'ai tort ou pas. Mais je vous dis, encore une fois, j'ai entendu peu de gens me parler de ce film sans parler de la foi, justement, et sans parler de ce truc-là, et comme c'est pas un truc que le film vous aide à sentir, c'est forcément quelque chose qui était en vous un peu avant. Même si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas des pratiquants, c'est quand même un truc qui doit rester quelque part dans votre tête, quoi. Donc voilà, et c'est en ça pour moi que c'est un problème, et c'est en ça que pour moi c'est un mauvais film, c'est que un bon film arrive à te présenter la façon de penser le personnage et arrive à te la faire apprécier que tu sois d'accord avec lui ou non. C'est en principe un film vraiment bien réussi, et c'est pour ça je trouve que ce film, tout en restant pendant des heures sur des trucs inutiles, n'arrive pas à prendre son temps pour les trucs importants. Présenter le personnage, développer l'empathie du spectateur pour le personnage, développer notre compréhension de ce personnage, et développer du coup notre envie de le voir réussir. Alors vous me citez, j'ai l'impression qu'il veut réveiller la haine contre les Asiatiques qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, presque, quand je vois un truc comme ça, quoi. Quand je vois un truc comme ça, quoi. Ils ont tout noté, hein. Sauf ceux qui sont bien parce qu'ils pensent comme nous. Commentaire des deux personnes. Si ça avait été une copie d'explication de texte, on aurait pu, à la seule lueur de cette phrase, être tenté de barrer d'un trait rouge la totalité du vlog pour inscrire sur la marge « contresens ». C'est pour ça que la phrase commence par « j'ai l'impression » et qu'elle se poursuit par « presque » à un moment, pour signaler que c'est juste une impression, que j'ai pas un argument, que c'est pas un commentaire sur le film, c'est une impression. Et j'ai le droit de vous dire mes impressions, c'est justement ça vous fait comprendre à quel point le film m'a rejeté, ou je me suis senti rejeté par le film. C'est... J'en viens à trouver la représentation globale des Japonais vraiment tellement négative que j'ai l'impression qu'il a envie de retourner à ce temps-là. Et c'est juste une impression, c'est pas un commentaire sur le film, c'est pas une critique, j'ai pas rajouté un argument derrière ou un truc dans ce genre-là, j'ai dit, au final, si je fais la somme de tout ce qui est là, j'ai un peu l'impression qu'il y a une mission presque de crier à haut sur une certaine population. Je peux me gourer, mais encore une fois, je vois peu d'éléments dans le film pour me faire comprendre que les Japonais sont des gens bien, s'ils ne sont pas chrétiens. Pas qu'ils ont des bonnes caractéristiques quelque part, qu'ils les démontrent clairement à la caméra. Parce que c'est ça qui est important dans un film. Ce qui est hors champ est important aussi si on l'évoque. Si à un moment ou un autre il a une incidence sur le récit. S'il est juste hors champ, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'imaginer des tas de trucs. C'est ce qui est montré devant la caméra, c'est des Japonais pas bien. Pas bons, pas gentils, négatifs. Et dernier point, Durandal conclut également sur le guilt trip Kato, sa façon de nommer le dolorisme dont le catholicisme est emprunt sans bien sûr en interroger la signification religieuse. J'y reviens dans 2 secondes. Puis il brandit un doigt d'honneur en invitant ses détracteurs. Bon allez, je vais faire du coup la signification religieuse au milieu. Ah bon? J'ai pas compris. Enfin, à quel moment t'as l'impression que j'ai pas compris le but de la souffrance? À quel moment t'as l'impression que j'ai pas compris la signification du focus sur la souffrance de la religion catholique? Bon, j'espère que le cadre a pas trop changé, je viens de changer ma carte mémoire au niveau du son parce qu'elle était pleine, donc ça tombe bien parce que j'avais fini toute la première partie, enfin toute l'analyse, et du coup je passe à la conclusion. Déjà, pour la conclusion, enfin vous commencez en parlant du fait que je sois attaqué et parfois humilié en raison de mes goûts, et vous enchaînez juste après en disant ça va probablement entrer une certaine résistance de la part de ceux qui apprécient ma personne, enfin cette personne et son travail, moi en particulier. C'est évident, enfin quand vous dites des trucs négatifs sur quelqu'un qui a des fans, ou des gens qui le suivent, ou des gens qui l'apprécient, ces gens-là peuvent aller le défendre, ça veut pas dire qu'ils ont tort. C'est justement, je suis en train de vous dire que vous êtes dans la vénération et de l'adoration de Scorsese, et à dire que dès qu'il fait un truc c'est bien, j'encourage pas mes fans à faire ça,
Et vous enchaînez, cependant il nous semble opportun de séparer la question du goût et la question du propos. Les goûts de Durandal, si raillés qu'ils puissent être, n'appartiennent qu'à lui et ne sont pas critiquables en tant que tels. En revanche, ses propos sont publics et compte tenu de l'audience qu'il possède, nous estimons que son accumulation d'ignorance, de paresse intellectuelle et de fausseté rend de tels propos activement nuisibles et abêtissants. Il y a une accusation en particulier sur laquelle je veux revenir, c'est l'accusation de fausseté. Parce que vous trouverez personne de plus honnête que moi. Non seulement je vous donne mon opinion direct sur le film, j'essaie pas de me mettre dans telle ou telle case, parce que de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des films sont autour de 50-60% d'avis positifs ou négatifs à chaque fois, donc pour réussir à savoir de quel côté faut se mettre pour être contre tout le monde, c'est un peu compliqué. Parce que même 50-60%, ça veut dire que même les 40 qui restent, c'est pas représentatif forcément du public, donc ce serait vraiment compliqué de réussir à déterminer comment tout le monde va prendre un film en compte. Et je suis honnête non seulement sur ce que je vous dis sur le film, mais aussi sur comment je vous le dis. C'est-à-dire justement, quand tout ce que vous me reprochez sur les doutes et les choses dans ce genre-là, c'est justement de l'honnêteté. C'est vous montrer que justement, je m'y connais pas à fond, puisque je suis en train de galérer et que je n'arrive pas à trouver les mots. Si je voulais me faire passer pour un mec qui essaye d'annoncer la vérité, et de déformer la vérité, je dirais clairement les choses en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. À chaque fois, je vous ai fait l'exemple il y a 2 secondes, c'est j'ai l'impression qu'il veut réveiller la guerre, presque. Ça a du sens quand même, la façon que j'ai de le dire. Alors peut-être que des fois je vais me gourer et je vais dire un truc comme une vérité générale, auquel cas rattrapez-moi, et je vous dirai dans les commentaires, oui vous avez raison, ou non je voulais dire ça, ou au milieu. Mais arrêtez de m'accuser d'être faux. Je sais pas comment vous pouvez m'accuser d'être faux. Enfin comment est-ce que... Il n'y a pas plus honnête. Je veux dire, avec tout ce que je me prends sur la gueule en étant dans les oppositions, vous pensez que c'est sympa, que c'est cool et que j'ai envie d'entretenir ça? C'est usant de se ramasser des conneries comme ça. J'en parlerai d'ailleurs vite fait de Sens Critique. Parce que t'as rien dit que je n'ai pas dit dans ce vlog. T'as juste traité, vous avez juste traité les choses selon un autre point de vue, le point de vue de dire ce serait bien. Quand je dis que le montage est trop lent, si vous êtes convaincu par ce qu'il y a dans le film, vous appréciez encore plus longtemps ce qu'il y a dans le film. Si vous n'aimez pas ce qu'il y a dans le film, ça vous paraît nul. Le fait qu'il soit lent, il est objectif. Le fait qu'un plan dure plus de tant de secondes, ça fait de lui un plan plutôt long, et ça fait un plan, ça fait des montages travaillés dans la durée. Donc, mon avis était effectivement subjectif, j'ai pas aimé, mais le commentaire sur la vitesse de montage, il est honnête. Et mon reproche, justement, c'est de dire, un vrai bon film, un film super cool, même s'il est super lent, il doit réussir à me faire rentrer dans le personnage et à me faire vivre ce qu'il vit. Je regarde pas que des Transformers, si vous regardez pas tous les vlogs si vous pensez ça. Under the Skin, c'est un de mes films préférés, le montage de Under the Skin est extrêmement lent, et extrêmement sensoriel, il y a presque pas de dialogue dans ce film, donc putain, comment il fait Durandal, lui qui est si machin, si... Enfin... Donc arrêtez de dire que je suis faux, je suis pas faux, au contraire je suis ultra honnête, je suis honnête y compris avec mes points négatifs. Donc enfin, arrêtez de dire ça quoi. Limite je suis honnête avec ma malhonnêteté, c'est-à-dire que quand je fais une sale blague, quand je fais un sale truc, un machin, je dis toujours « Oh c'est pas bien, j'aurais pas à dire ça », je le fais tout le temps. Vous pouvez regarder plein de vlogs, il y a plein de vlogs où je le fais, donc j'en ai marre qu'on me dise qu'il est faux ou que je suis faux, que je fais exprès de dire certains trucs. D'ailleurs alors, pas rapport direct avec ça, mais quelqu'un m'a dit sur ma critique de Seul, je crois, ou d'un autre film français qui était sorti récemment, à chaque fois que tu fais une critique positive d'un film français, je sens tellement le côté engagez-moi, donnez-moi du boulot. Les gars, je vous ai fait des vidéos complètes sur comment c'était le milieu du cinéma. Si on veut fonctionner dans le milieu du cinéma, on passe pas 24 heures sur 24 à bosser sur sa chaîne de vidéos. Justement, on organise des contacts, on organise des rendez-vous, on propose des projets, on écrit des synopsis, on fait des machins si on veut réaliser, si on veut faire des scripts, si on veut faire machin. J'ai décidé de me consacrer entièrement à ma chaîne. Donc arrêtez de dire que je fais des avis positifs sur des films en pensant que je vais peut-être avoir un boulot. Ça se passe pas comme ça déjà, le cinéma. C'est pas parce que quelqu'un, quelque part, a fait une critique sympa sur le film qu'on va lui faire du boulot. C'est déjà pour la plupart des mecs, je suis juste un critique, je suis pas un professionnel du cinéma, s'ils me connaissent pas forcément, s'ils voient mes critiques, parce qu'il y en a certains qui les ont vus. Nicolas Barry avait vu ma critique sur son film. Il y avait le réalisateur de Lou aussi qui avait vu ma critique, il y avait Kian Kojandi qui avait vu certaines de mes critiques sur des films dans lesquels il était, donc c'est pas pour autant qu'ils m'ont proposé du boulot, et c'était pas le but. J'étais déjà super content d'avoir un message qui disait « Tiens, Kian Kojandi a regardé ma vidéo », je me dis « Putain, Kian Kojandi a regardé ma vidéo, et Nicolas Barry a aimé ma critique et mon machin », enfin ça me fait plaisir qu'ils aient bien aimé, mais je m'attends pas à ce qu'on me donne du boulot, et je fais pas exprès de dire du bien des films français pour avoir du boulot. Enfin, vous avez regardé ma critique sur Affon, vous avez regardé ma critique sur Angélique. Angélique, le réalisateur, c'était, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est un des plus gros producteurs français, je lui ai chié à la gueule
Donc arrêtez de dire que je fais exprès de faire des trucs pour avoir du boulot, enfin vous êtes des crétins. Et encore une fois, c'est vous essayez d'imaginer ce que je connais, au lieu de prendre au mot ce que je vous dis. C'est pourquoi vous voulez considérer que tout ce qui sort de ma bouche est à remettre en question. Vous avez jamais presque essayé de vous dire, tiens, et si j'essayais d'appliquer ce qu'il dit Durandal, et si j'essayais de voir le truc. Généralement, c'est même pour ça que vous m'aimez pas, je suis votre premier challenge cinématographique. Je suis le premier mec qui va vous donner des opinions sur les films que vous avez pas en général, et qui va vous donner des façons de donner des avis que vous avez pas en général, puisque c'est pas juste j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, c'est j'ai vachement aimé cette scène-là parce que la façon de cadrer, la lumière et le machin et le cadre machin, je suis un des rares mecs à faire des critiques comme ça. Ça se faisait presque pas avant que j'arrive. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des critiques, c'est parce que je trouvais que ce point de critique était absent des films, et de la critique pas purement technique d'ailleurs, mais la critique de la technique et de comment la technique amène aux émotions. La plupart des gens font des critiques basées sur leurs émotions, c'est très bien, mais les émotions c'est le résultat final. Et c'est pour ça qu'elles sont différentes chez tout le monde. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour vous transmettre cette émotion. C'est ça qui a jugé pour savoir si ça marche. Pour ce qui est de l'ignorance et de la paresse intellectuelle, l'ignorance, oui, effectivement, sur certains points, pas le cinéma. Et c'est ça qui m'énerve souvent, c'est que un truc comme ça, je critique un film sur la religion, et je retranscris mal le message de la religion. Pour vous, ça veut dire que t'as pas compris, enfin tu comprends pas enfin t'es ignorant en cinéma. Je suis pas ignorant en cinéma. Enfin justement, je suis ignorant sur certains points abordés dans le film. Je suis ignorant dans certains domaines qui sont abordés par certains films, et effectivement, je considère que s'il y a besoin de se retaper la Bible entière pour réussir à comprendre le truc, ce qui est pas le cas ici, je fais une exagération parce que c'est divertissant et c'est drôle. S'il y a besoin de relire la Bible complète pour comprendre le film, il n'y avait pas besoin de faire un film, fallait juste lire la Bible. Et la paresse intellectuelle, dans ce domaine-là, par exemple, oui. Ça m'arrive que quand un truc m'intéresse pas, je n'essaye pas de faire attention au truc. Par exemple, sur La La Land, j'ai pas réécouté les musiques juste avant d'en parler. Si je les avais réécoutées, peut-être qu'il y en a une qui me serait un peu plus restée en tête, mais comme globalement, en sortant du film, j'en ai pas qui me restait en tête, j'essaie de vous parler de ce qui m'est resté en tête en sortant du film, c'est mon principe, je fais un avis sur le film, le plus souvent à chaud directement à la sortie de la salle. Si la musique m'est pas restée en tête, je vais pas la rechercher. Généralement, si je vais chercher un truc, c'est soit parce que c'était tellement mauvais que je veux en parler, soit parce que c'était tellement bon que je voulais en parler. Et c'est là que je vais chercher un renseignement. Si ça me paraît lambda quelconque, ou si ça me paraît inutile, ou mal fait, juste mal fait, un truc dans ce genre-là, effectivement, j'ai une certaine paresse intellectuelle, et en particulier sur ce qui est de certaines questions comme ça, la religion, je vais effectivement pas aller me refaire toute la théologie globale de la chrétienté pour remettre certains trucs et certains machins en place, quoi. J'aurais pu relire le résumé du film et voir que c'était marqué prêtre dedans, mais je me suis dit, les gens vont s'en foutre. Et effectivement, là, c'est là qu'il y a une paresse intellectuelle. Sur certains points, je me dis, non, quand même, les gens vont pas faire chier sur un truc aussi con. Et bah si. Parce que on s'en fout que ce soit un moine ou un prêtre. Au final, quelqu'un qui ne connaît pas la religion va pas voir la différence. Et si vous connaissez la religion, vous avez déjà la réponse, vous savez me corriger. Et tout ce que je dis ensuite n'a pas de rapport avec le fait qu'il soit que moine ou que prêtre. Justement, si ça c'était en jeu, s'il y avait quelque part une question de hiérarchie, ça aurait pu être important pour moi de retenir qu'il y en avait un qui était prêtre, un qui était moine, un qui était machin. Mais ça ne vient jamais en compte, ça n'est jamais pris en compte, donc c'est pas important pour moi de retenir ce truc-là. Alors oui, c'est un peu de la paresse intellectuelle, faut dire que j'enregistre 4 vlogs d'affilée, donc je vais pas me renseigner sur tout le contenu des 4 films à la suite, et je fais 4 vlogs d'affilée parce qu'à un moment il faut les sortir avec régularité, il faut les sortir pour que ça marche, pour que la chaîne arrive à survivre. Donc oui, effectivement, des fois je fais les trucs un peu vite, parce que le reste du temps je suis en train d'écrire, je suis en train de faire autre chose, et voilà quoi, enfin, une certaine paresse intellectuelle, je dirais, je manage mon temps plutôt. Il y a certains trucs qui me paraissent pas assez importants pour perdre du temps dessus, et du coup je les cherche pas. Je pense que je peux faire un vlog sans, et je peux faire un vlog sans. Le problème d'avoir dit moine au lieu de prêtre, on s'en branle, on s'en bat les couilles. Oui, je me suis gouré sur la détermination de ce que fait le personnage, je l'admets totalement, j'ai fait une erreur, elle me paraît pas importante pour les critiques que je fais et pour le propos que je tiens dans le vlog. Justement, quelque part, c'est encore pour appuyer que je n'y connais rien à la religion, et que si on n'y connaît rien à la religion, je vois pas comment on peut rentrer dans le film. Dernier paragraphe. Mettre en exergue que, dans son vlog sur Silence, Durandal ne s'approche à aucun moment de la réalité des faits, que ce soit sur la religion chrétienne. Je crois pas m'être éloigné et trompé complètement sur la représentation d'un point quelconque de la chrétienté, les noms peut-être, mais pas les représentations et ce qui était fait dans le film. Sur le bouddhisme, j'ai dit c'est plus un art de vie, et après j'ai fait mais là on rentre dans des domaines machin, je crois pas avoir dit quelque chose de faux sur le bouddhisme. Enfin vraiment, vous revoyez le vlog, je crois pas avoir dit quelque chose de faux sur le bouddhisme. Je l'ai abordé rapidement, c'est vrai, succinctement et superficiellement, mais je crois pas avoir dit du faux. Le Japon, pareil.
ce que j'ai évoqué existe quand même et était en partie en cours à l'époque. Ça a changé par la suite quand il y a eu les problèmes d'empereur et tout le bordel, mais c'était quand même juste ce que j'avais dit dans mon vlog. La société féodale, encore une fois, c'est encore sur le truc des paysans, c'est ça? Je suis pas au courant de l'échelle de hiérarchie? Non, je l'ai juste pas évoqué, ça veut pas dire que je suis ignorant. Et au pire, j'ai pas dit quelque chose sur la société féodale, j'ai pas dit quelque chose de mal sur la société féodale, j'ai juste pas dit quelque chose. Parce que, principalement, c'est pas parce qu'ils sont paysans qu'on les maltraite dans le film, c'est parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça qu'on les maltraite, c'est pas parce qu'ils sont paysans et en bas de l'échelle sociale, c'est parce qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça que le mec est là, c'est pour ça que c'est un inquisiteur, et c'est pour ça qu'il est dans le village. C'est pas parce que c'est des pouilleux. Pour faire exprès de parler avec... Parce que vous comprenez que dalle à l'humour, manifestement. Le cinéma de Scorsese, encore une fois, je l'ai abordé succinctement et rapidement, mais je crois pas avoir dit quelque chose de faux. J'ai fait une généralité sur le cinéma de Scorsese, et je crois pas que vous arriviez à me donner tort sur cette généralité. Avec ce que j'ai complété en plus là maintenant, je crois pas que vous arriviez à me donner tort sur cette généralité. Les plus intéressants dans les films de Scorsese, ce sont ses scénarios, principalement. Et certains films ont des trucs très intéressants en termes de mise en scène, mais d'autres sont plus lambda. Ce qui implique déjà que le mec est pas forcément une divinité. Ou n'importe quel thème abordé de près ou de loin au cours de ces 27 minutes, encore une fois, je ne pense pas. Cela n'est pas une question de différence de goût, de variation d'opinion ou de fermeture d'esprit. J'ai quand même un peu l'impression. C'est un simple devoir d'honnêteté intellectuelle. Cela est un simple devoir d'honnêteté intellectuelle qu'il nous paraît important d'honorer dans un contexte où nul n'ignore la bataille contre la désinformation menée par les journalistes et universitaires américains contre les faits alternatifs que déploie le cabinet de Donald Trump. Et c'est là en fait, et d'ailleurs j'ai vu les commentaires sur Sens Critique, il y en a quelques-uns qui vous ont dit c'est quand même con d'avoir terminé tout ce développement intelligent et intéressant sur certains points, et de terminer avec cette espèce de comparaison pourrie à Donald Trump, parce que franchement pour que j'atteigne le niveau de Donald Trump, faut aller chercher loin quand même. C'est... Donald Trump, c'est littéralement le mec qui va dire un truc dans un meeting et va dire exactement l'inverse dans le meeting d'après. C'était quand même des trucs assez évidents. En ce qui me concerne, je ne le fais pas. Vous croyez que je le fais parce que vous écoutez pas ce que je dis. Il y a des gens qui me reprochent, tu dis ça dans un vlog et tu dis ça dans l'autre. Et je vous l'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais il y a un problème de contexte. Quand je dis un truc différent entre deux vlogs, vous écoutez le vlog, vous écoutez les arguments que je mets, c'est-à-dire quand le moment où je vous parle du plan, le moment où je vous parle du montage, le moment où je parle de tout le reste, et vous écoutez ce que je vous dis, globalement, j'ai pas inventé le truc et j'ai pas retourné ma veste. J'ai dit dans ce contexte-là, ça marche pas, et dans un autre contexte, ça aurait pu marcher. Parce que c'est ça le cinéma, c'est une question de contexte. Comme vous le dites, il faut comprendre ce que le film essaye de faire. Et parfois, le film rate ce qu'il essaye de faire. J'ai compris ce qu'essayait de faire ce film, je trouve qu'il l'a raté. S'il veut faire la défense de la foi, c'est raté. S'il veut faire l'inverse, c'est raté parce que le personnage reste convaincu. S'il veut en faire la défense, c'est raté parce qu'on voit que des personnages souffrir et on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils souffrent et on ne donne aucune raison précisément d'aller vers cette foi. Donc, du coup, c'est complètement foireux. Et j'ai pas inventé ça. J'ai pas été le créer comme ça au fond de ma tête. Enfin, je suis pas un Trump qui fait comme vous dites, des faits alternatifs. Je ne base jamais mes analyses sur des exemples qui n'existent pas. Je ne crée jamais des théories en partant du vide. Je pars toujours d'un point d'analyse du film. Un plan, un angle, un cut, une façon, un développement du récit, un enjeu quelconque. Enfin, on n'a pas la même façon d'analyser le truc. Donc vous pouvez croire à certains moments que je dis des trucs qui sont faux. Je dis juste des trucs dont vous n'avez pas encore conscience. Et vous pouvez en avoir conscience si juste 2 secondes, vous arrêtez de regarder le truc en vous disant « Tiens, écoutons ce qu'a dit ce connard ». Et allons ensuite le défoncer. Vous essayez pas de mettre en place la méthode d'analyse que j'essaie de vous montrer. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour essayer de finir sur tout ça, c'est que cet article soit sur Sens Critique. Je vais vous parler globalement de Sens Critique. Sens Critique, c'est un site que je déteste, parce que c'est l'incarnation de l'appréciation du cinéma que je comprends pas et qui me paraît complètement débile. Sens Critique, c'est des gens qui font des listes de films. Pour ces gens-là, la cinéphilie, c'est un QCM, c'est un nombre de trucs à noter. C'est les gens qui disent « je vois plein de films tout le temps, j'en vois tout le temps, machin, j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines, les gens qui vous disent ces gens-là sont des références, sont des dieux, et il faut jamais les remettre en question. C'est les deux fonctionnements de Sens Critique.
vous avez un système de liste où vous dites « Regardez tout ce que j'ai vu et comme ça prouve que je suis un cinéphile », et dès que quelqu'un a un avis un peu différent de ça, les arguments ne sont jamais le problème, c'est l'avis le problème, pour vous. Quand Sens Critique s'est créé, j'ai vu donc ce système où on dit, voilà, t'auras ta page, et tu vas pouvoir étaler ta culture en montrant tout ce que t'as vu et tout ton machin et tout bordel, tu vas mettre des notes partout, on ne note pas l'art ne se note pas, c'est pour ça que je ne mets jamais d'étoiles, que je mets jamais de notes sur 20, sur 10, l'art ne se note pas, il s'apprécie et il s'évalue avec des critères techniques concrets, pas de notes. Ça n'a aucun sens, comment tu compares des films qui n'ont rien à voir sur des thèmes communs, des choses de ce genre-là, donc c'est ça le vrai problème, le problème aussi. Donc, ce site s'est créé, et quand il s'est créé, ils sont venus me voir, les mecs de Sens Critique, et je leur ai dit non, parce que c'était effectivement pas ma façon de voir le cinéma. Je crois qu'ils l'ont gardé en travers de la gorge, les personnes qui ont créé Sens Critique, parce que du coup, depuis, vraiment, ils m'ont pris en grippe, mais je pense que c'est vraiment principalement parce que vous appréciez pas le cinéma de la même façon que moi, et je trouve honnêtement que vous appréciez le cinéma de la mauvaise façon. Le but, c'est pas de regarder des centaines de films. Qui vous dit que vous avez compris les films que vous regardiez? Il n'y a pas de films que vous revoyez des fois et vous redécouvrez des trucs, vous les revoyez différemment, vous revoyez une scène et vous dites tiens, c'est bizarre, je l'avais pas lu comme ça la scène d'avant, ou je m'étais pas... Donc ce qui est important, c'est pas l'avis qu'on a dessus, et c'est pas de l'avoir vu, c'est de l'avoir compris. Le but, c'est pas d'avoir vu les 100 films qui sont marqués sur le truc, et ça, d'un coup, ça fait de toi un cinéphile, parce que, comme dans un jeu vidéo, t'as rempli les étapes, t'as coché tous les trucs, t'as été voir tous les trucs que tu devais faire, et donc ça y est, t'as le niveau 100 et t'es devenu cinéphile. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez vous dire cinéphile à partir du moment où vous appréciez le cinéma, il n'y a pas d'enjeu de nombre de films à regarder, et il n'y a pas d'obligation sur l'angle et l'appréciation à avoir sur le film. Être un cinéphile, justement, c'est apprécier le cinéma parce que ça vous fait vivre quelque chose, et si un film vous fait vivre quelque chose que vous n'avez pas aimé, c'est votre droit de dire que vous l'avez pas aimé, que ça a été réalisé par Victor Fleming, Martin Scorsese, ou par Michael Bay. Mais il faut mettre un argument technique. Quand on me défend autant n'importe le vent, il faut me dire que le film est vachement intéressant, très bien monté. Alors si vous regardez le truc, il y a des scènes qui clairement ont été écrites sans prendre en compte d'autres scènes, et il y a des incohérences dans le film lui-même et dans le montage, dans les trucs dans ce genre-là. Il y a un ou deux plans qui sont jolis, mais il y a des faux raccords partout, et les scènes, encore une fois, n'ont pas de sens entre elles. Il y a plein de trucs qui sont ratés, il y a plein de plans... Le plan où il y a Mélanie et Ashley qui se courent l'un vers l'autre, vous regardez, il y a la caméra bouge de ligne un petit peu pour faire croire qu'ils sont en train de les suivre, en train de courir, alors qu'en fait ils sont sur un fond, sur une rétroprojection, et on voit le bord de l'écran de rétroprojection qui déborde, etc. Donc vous pouvez pas dire que c'est un film parfait techniquement et un aboutissement du cinéma, alors qu'il y a des défauts dans quasiment un plan sur deux. Et d'un autre côté, quand vous attaquez Michael Bay, il faut aussi avoir des arguments, dire ah quand on voit le truc, on est déstabilisé, le robot est trop grand, il prend trop le cadre, et du coup on regarde de partout, et puis il y a de la shaky cam, etc. Et du coup on est dépassé. Ben oui, vous êtes dépassé, et c'est peut-être le but d'être dépassé par ce que fait Michael Bay. Donc le problème, c'est pas l'avis global des gens, le problème, c'est votre façon d'apprécier un film, et le fait que ce soit une appréciation personnelle. Quand ensuite vous voulez la défendre, vous devez mettre des arguments. Et donc, Sens Critique n'a pas cette façon de penser. Je ferai peut-être une autre vidéo si celle-ci marche bien, il y a un mec qui a fait 3 listes des conneries que j'avais racontées dans des vlogs, et si vous regardez, les conneries à chaque fois c'est des avis, c'est pas des arguments, c'est pas des trucs que je dis, c'est des avis, c'est ce que j'ai pensé de tel ou tel film. Donc c'est juste le mec qui dit « Ah, il est pas d'accord avec les gens sur ce film-là, qu'est-ce qu'il est nul et qu'est-ce qu'il est con ?» Non, je suis désolé, c'est pas ça qui fait de moi un nul ou un con. C'est ce qui fait de moi un individu, quelqu'un capable de réfléchir et d'apprécier les choses en tant que pour moi-même. Si je me suis trompé, c'est possible, mais faut pas juste me dire « t'as dit un truc que les gens disent pas d'habitude », c'est pas se tromper ça. Se tromper, c'est donner un argument qui serait pas valable du tout. Et globalement, quand je donne des arguments, je vois peu de personnes arriver à me dire cet argument-là n'a aucun sens. Si tu le mets en rapport avec tel ou tel truc, ça n'a plus de sens, un truc dans ce genre-là. Donc, je suis plutôt confiant dans ma façon d'analyser les films, et je suis conscient du fait qu'elles ne plaisent pas aux gens de Sens Critique. Maintenant, au bout d'un moment, les gars, si vous pensez vraiment que vous êtes des cinéphiles, il y a un moment où il va falloir quand même vous auto-analyser et vous regarder un petit peu ce que vous faites et votre façon de défendre les choses. C'est toujours la même chose, vous entendez ce que vous voulez entendre de ce que je dis, donc j'ai répondu à ce que vous avez entendu, je pense ne pas m'être gouré. Au final, après 8 pages, je pense vraiment ne pas m'être gouré, je maintiens tous mes propos sur silence, je maintiens que c'est un film très difficilement appréciable si vous n'êtes pas convaincu de la foi, de la chrétienté, et si vous appréciez les japonais, vous aurez une représentation du Japon qui est vraiment constamment sur les aspects négatifs. S'ils défendent leurs vertus, ils les défendent de façon non vertueuse et amorale. Ils manipulent, ils forcent, etc., etc. Je suis désolé, vos 8 pages ne m'ont pas convaincu que j'avais tort, et ne m'ont pas convaincu que ce film était un chef-d'œuvre, ils m'ont juste convaincu qu'il y a des gens qui l'ont aimé. Et c'est pas un exploit. D'accord ? Voilà. Je pense que j'ai fait le tour.
prenez soin de vous, allez voir des films, moi je vais aller m'éponger le front. Ciao.